Bonjour, ici Éric Lévesque. Et Audrey Archambault. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et là encore cette semaine, j'ai un nouveau produit à vous présenter parce que l'équipe de NAC est en feu. Après les purées il y a moins de 2 semaines, c'est au tour d'une nouvelle saveur de drink mix d'arriver sur les tablettes. Ben oui, on avait 2 belles options avec lime et melon d'eau, mais là NAC se surpasse puis nous amène ailleurs avec sa nouvelle saveur bouillon salé, une option révolutionnaire qui viendra balancer les produits sucrés qu'on se tanne parfois de consommer sur des longs efforts. On retrouve les mêmes apports nutritionnels que dans les autres saveurs, c'est-à-dire 250 calories pour une flasque de 500 ml avec 55 g de glucides, 1100 mg d'électrolytes, 1300 mg de BCAA et 8 g de protéines. L'essayer, c'est l'adopter. Pour t'en acheter, ça se passe sur le nac.com et si c'est ta première commande, on t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 164e épisode de Pas sorti du bois. Je commence seul, mais vous allez voir, ça va pas durer parce que je suis de retour des Chic Chocs depuis une semaine, puis j'ai vécu un séjour exceptionnel là-bas dans le cadre de l'Ultra Trail des Chic Chocs. On était là en famille, j'étais là pour les aider, tourner du contenu sur place. J'ai enregistré des petits épisodes, j'ai couru le 26 km que vous avez vu, je suis revenu de là sur un nuage parce que je venais de vivre quelque chose de magnifique parce que, encore une fois, un événement trail au Québec, la communauté qui est au rendez-vous, dans ce cas-ci, une équipe, une organisation qui est passionnée, qui est dévouée, qui est extrêmement pro, parce que les Chic Chocs, c'est pas des montagnes qui sont faciles à apprivoiser, c'est pas des montagnes qui sont faciles à courir pour les athlètes qui étaient là, mais c'est pas des montagnes qui sont faciles pour organiser un événement parce que, vous allez l'entendre dans l'épisode, mais c'est plein de défis, c'est tellement reculé, c'est des zones à haute altitude, donc c'est une organisation qui est vraiment professionnelle, vraiment sur la coche, il n'y a rien qui est laissé au hasard, la sécurité est au top. Des obligations comme ça, c'est sûr que ça amène une rigueur, mais il y a une espèce de côté très humain, très roots à cette course-là. Il y avait 600 coureurs et leurs familles qui étaient présents. C'est un grand événement, mais moins que d'autres, il y a une échelle humaine. Il y a quelque chose de vraiment le fun dans cette course-là. Bref, vous allez le découvrir dans l'épisode, mais moi, vous pouvez l'entendre. Je suis sur mon nuage, puis j'ai vraiment trippé. Je suis en amour avec ces montagnes-là. Les Chic Chocs, c'est exceptionnel. Puis maintenant, je peux dire que je suis en amour avec cet événement-là. C'était malade. Vous avez entendu Audrey et Éric en introduction. En fait, c'est que la conclusion, ça va se faire avec eux. On a des beaux scoops au sujet de l'édition 2024. Ils ont annoncé des choses suite à l'édition de cette année, mais on a un peu plus d'informations sur les choses qui ont été annoncées. Je laisse planer le mystère si vous n'êtes pas encore au courant. Vous verrez à la fin de l'épisode. J'étais là pour la 4e édition. J'étais un peu partout. J'ai pris des images de la tête de course du 101 km dès le début de la course. Donc, au début, ça va prendre la forme d'extraits que j'ai enregistrés pendant qu'il y avait seulement le 101 km sur les parcours puis que la course commençait pour eux. Puis, tranquillement, on va basculer vers davantage des petites entrevues que j'ai faites au village UTCC, qui est la ligne de départ, d'arrivée de toutes les distances. J'ai parlé avec plein de monde. Je pense que j'ai une douzaine d'invités sur cet épisode-là. C'était vraiment trippant. C'est un format qui est différent. Je trouvais ça très cool de faire des mini entrevues. J'espère que ça va vous plaire. Puis on finit ça, comme je vous disais tantôt, en beauté avec une discussion un peu plus longue avec le directeur de la course, la coordonnatrice de la course. Puis c'était vraiment intéressant de les entendre à chaud, quelques heures à peine après la fin de leur événement, raconter encore sur le coup de l'émotion, encore sur le coup de la fatigue, ce qui a pu se passer pendant cette fin de semaine-là dans les Chic Chocs. Donc, sans plus tarder, je vous amène avec moi dans l'Ultra Trail des Chic Chocs. Je vous invite à plonger avec moi. On y va de manière chronologique à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche. Donc, on se lance là-dedans. Bon épisode. David Bombardier. Alias
alias, semble-t-il, Monsieur Plan de Marde. Monsieur Plan de Marde, comment ça va, David? Ça va très bien, très bien. J'ai vraiment hâte de partir. On est à 20 minutes du départ du 113, qui est finalement un 101 km. On est tout près. T'as hâte, tu me disais justement qu'on enregistre que là, le départ à 16h, c'est un enjeu. C'est un défi, dis-moi? Oui, c'est ça. C'est la première fois que j'ai toute une journée avant de partir. D'habitude, je me lève le matin, puis go, on se prépare, puis déjeune, petit café, go, c'est parti. Là, c'est plus de passer le temps, puis essayer de se préparer mentalement. J'ai juste hâte de partir. Qu'est-ce que tu as le plus hâte sur le parcours? J'ai hâte de voir comment je vais gérer tout ça, parce que là, bon, on le sait, avec les coyotes agressifs, ça a bousculé un peu les plans. Mais c'est quand même un terrain de jeu que j'aime, puis c'est du gros dénivelé, du gros des plus, du gros des moins, des 1000 mètres d'un coup. Fait que ça me rappelle un peu mes courses sur des volcans, Nicaragua, Guatemala. Fait que je suis en terrain quand même un peu connu, mais c'est taxant pour les muscles, là. Ça va être le fun. Ça va faire mal. Vous aviez un 113 km avec 5400. Finalement, l'organisation a dû bouger un peu. On se ramasse avec un 101 avec 5400. Je fais le calcul pour le fun. Dans les longues distances, c'est le plus gros ratio de D+ par kilomètre. Toi qui arrives d'avoir fait tous les sommets de plus 4000 pieds, on dirait que tu étais prêt pour ça? Ben oui, c'est ça. Puis j'ai pas eu de plan d'entraînement, rien. Je me suis dit, je vais me donner un défi, le fun, faire du dénivelé, puis juste m'amuser. Donc, je pense que mes jambes sont prêtes. Est-ce qu'ils sont bien reposées? Pas sûr. J'ai fait le 50 de l'Ultra Trail de Fjord-du-Saguenay la semaine passée avec ma blonde. C'était pas la meilleure idée avant un 100K. On l'a dit en ouverture, Monsieur Plante de Marde. Voilà. Donc, je suis là pour m'amuser, puis je pense que ça va être vraiment le fun. Ben écoute, David, toujours un plaisir de te croiser, puis je pense que tu vas beaucoup t'amuser. On s'en reparle après. Certainement. Bonne course. Merci. Il est 16h13, ça fait 13 minutes qu'on a donné le départ pour le 101 km. Je suis sur une route de gravel dans le parc national parce que là, l'objectif en ce moment, c'est d'aller se stationner au lac aux Américains, qui est environ le 7e kilomètre. Donc, je devrais arriver là une petite demi-heure avant les coureurs pour amorcer l'ascension du mont Xalibu, qui est le point le plus haut de l'Ultra Trail des Chic-Chocs que les gens de la grande traversée du 113 km devaient pas faire. Mais avec les coyotes qui sont mêlés de la partie, finalement, l'organisation a décidé de revoir les tracés et donc d'ajouter le mont Xalibu, qui est, moi, personnellement, ma plus belle montagne. Je trouve le plus beau sommet à proximité, disons, du gîte du Mont-Albert, du centre de service. Fait que, bref, c'est vraiment le fun pour les coureurs d'aller monter là. C'est un aller-retour qu'ils font. C'est pas piquer des verres comme monter, c'est rough sur les jambes, ça commence très fort. Puis moi, je me gâte. Je vais aller tenter de me rendre au sommet avant eux autres. J'ai une bonne avance quand même pour pouvoir prendre la tête de course à la GoPro, puis de voir un peu comment la course se déroule, puis de pouvoir capter ces images-là pour l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Donc, ça va être bien le fun, une belle montée en perspective. Il est 21h, vendredi soir. Je viens de croiser Jacob Barry-Arnasson, qui est toujours en tête de la course. Dans le fond, le parcours refait avec le spécial Coyote, c'est que les coureurs du 101 km commencent avec le 26 km du dimanche, donc un aller-retour à partir du village UTCC jusqu'en haut de Xalibu. C'est une mise en bouche de 26 km avec quasiment 1400 mètres de dénivelé. Ensuite, ils font un up and down. Ensuite, ils font un up and down du Mont-Albert. Donc, c'est une boucle. Je pense que l'aller-retour, c'est environ 12 km avec un autre 1000 de dénivelé là. Fait que si vous faites vos calculs aussi vite que moi dans ma tête, après l'aller-retour d'Albert, je viens de croiser Jacob, donc il y avait un genre de 38 km d'un jambe avec plus de 2000 mètres de dénivelé, up and down. Il est très, très, très frais. Là, les coureurs attaquent la boucle olivine qui mène jusqu'à la Serpentine. Et après ça, ils rentrent bien profond dans le bois. Jacob a vraiment une confortable avance parce que il est déjà en train d'amorcer la boucle vers Olivine.
Puis en ce moment où je monte le Mont Albert, j'aimerais ça croiser la 2e et la 3e position dans leur descente. Selon ce que les bénévoles me disaient, Maud Cyr, qui est toujours en tête, serait 4e overall. Donc je vais monter Albert en espérant croiser tout ce beau monde. Pour l'instant, c'est chaud. Puis il est 20h, puis il fait encore au-dessus de 20 degrés. Très humide. C'est assez chaud pour le parc de la Gaspésie à ce temps-ci. Si je compare tantôt à en haut de Xalibu, où il devait faire 0 avec des vents de 100 km/h. Les athlètes font vraiment face à des grosses variations de température. C'est assez impressionnant, la montée de Xalibu entre la portion dans les arbres où il fait un 22-24, bien humide. Puis dès que tu arrives à découvert, dès que le vent te frappe, ça descend drastiquement. C'est extrême les conditions ici. Je suis pas sûr qu'on a d'autres événements trail qui te mettent face aux éléments aussi intensément que l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Quand on sort de la ligne d'arbre, quand on est dans les gros pierriers à plus de 1000 mètres d'altitude, le vent frappe. Donc c'est magnifique, mais c'est brutal. Donc c'est un 101 km aujourd'hui, extrêmement challengeant pour les athlètes. Puis ça va être pareil pour demain. Les gens qui seront sur le 78, qui est devenu un 75 avec la situation Coyote, le 62, le 45 et le 23. Donc, je continue à monter et je vous tiens au courant. Ciao! Maud, comment se passe ta course? Hey, super bien! On arrive à la là, il fait trop beau. toute fin de la descente du Mont Albert. Ouais. T'as l'air dans un excellent état d'esprit. Ben, vraiment. Le monde sont fins. La température est belle. Les bénévoles sont fins. Numéro 12! Les bénévoles, c'est les best! Yeah! Merci! Ah, fait que ta course se passe bien? Oui, vraiment. Là, j'ai eu des petits mal de cœur, mais c'est passé. Parce que, tu sais, là, l'ultra, là, tout est temporaire. Hein? Ben, exactement. C'est ça. Hey, t'arrives au turnaround. Oh, bonjour! Je te laisse ici. Yes! C'est le fun. Hey, c'est trop On s'en va demain? Mais ça! Bonne continuité. Amuse-toi. Ça m'a donné l'énergie. Yes! Merci. Hey, ouais, good job! Donc, on est samedi matin, il est 3h30, 3h40 du matin présentement. Il fait encore très noir au village UTCC. Les coureurs du 113 km, du 101 km, sont sur le parcours. On fait toute la nuit. Cette nuit, vers minuit, ils ont eu un gros déluge sur la tête. Donc, probablement que ça va ajouter au challenge. Ça va jouer sur leur morale de passer une partie de la nuit comme ça, tout mouillé, face aux éléments. Donc en ce moment, le village UTCC se réveille tranquillement parce que le départ du 75 km est à 4 heures du matin. Ensuite, celui du 62 km à 5 heures, le 45 à 6 heures, etc. Donc beaucoup d'actions. Les coureurs commencent à arriver. Je vais aller voir, je vais aller me promener avant de donner le départ du 75 km, voir s'il n'y a pas des gens à qui jaser. Je m'appelle Margot Narbet, puis je suis responsable des bénévoles pour l'Ultra Trail des Chic-Chocs et toute autre tâche connexe. Toute autre tâche connexe, je pense que c'est ça la réalité d'un événement comme ça. J'ai goût qu'on parle en partant des changements de parcours parce que tout de suite, on imagine le directeur de course qui doit revoir ses parcours, on imagine les coureurs qui reçoivent l'information, qui se disent « OK, il y a un changement ». Mais je pense, à t'écouter quand on parlait jeudi dernier, un des changements les plus majeurs a été pour toi et tes équipes de bénévoles. Qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça implique un changement de parcours comme ça à quelques jours d'avis? C'est sûr que, tu sais, une fois que Eric, il a eu fait un peu le changement de parcours avec les temps de passage puis tout ça, moi, en fait, j'ai 3 ravitaux et points de contrôle qui ont bougé. Ils se retrouvent, le point le plus lointain du parc, puis il faut les ramener au point le plus proche, quasiment, là, ou à l'opposé, aux Xalibu. Fait que, tu sais, c'est de prévenir les gens, déjà de prévenir tout le monde, tu sais, parce que en tout, avec les premiers répondants, on est à peu près une centaine de bénévoles. Fait que de faire une communication à tous, OK, c'est ça qui va être ça va changer, de dire qui ça va impacter. Mm-hmm. Puis après, ces équipes-là, de les contacter et de leur dire, vous vous en y alliez là, puis finalement, vous allez là, la gestion change pour vous,
pour toutes les équipes de ravito, en plus, tout ce qui a changé, c'est qu'ils opèrent vraiment toute la nuit, alors que l'année dernière, c'était pas le cas. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, ça a un petit peu changé, mais tu sais, les gens ont été super compréhensifs. Il y a même des gens qui ont un petit peu appelé en disant, tu sais, moi, je peux aider là, il y a vraiment pas de problème. Donc, ça a été un petit peu le plus gros job. Mais puis après, tu sais, c'est de la job logistique, là. Tu sais, redispatcher les ravitaux, revoir les quantités, etc. Là. Mais ça a été, c'est ça. Ça a été pas mal ça, de belles journées. Les joies d'organiser un événement dans les Chic Chocs avec tout ce qui peut se passer. Ouais. Au-delà des coyotes, au-delà de tout ça, c'est quoi les plus gros défis pour toi et ton équipe de bénévoles de faire ça ici dans le parc de la Gaspésie, sans signal, avec des ravitaux qui sont très, très loin, très durs à accéder? C'est sûr que le premier enjeu, c'est la communication. Et encore cette année, je pense que ça va vraiment mieux. Là. Le système de Starlink en particulier est super efficace. Ça permet vraiment d'envoyer des textos, en fait, d'opérer avec des outils du quotidien versus utiliser un téléphone satellite que genre, tu sais, il y avait des gens l'année dernière, c'était comme, moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, là, je sais pas à quoi ça sert. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal. Puis c'est sûr que le deuxième, c'est qu'on a des ravitaux ou des points de contrôle, ils sont super isolés, là. Fait que, tu sais, si tu dois sortir quelqu'un, mine de rien, ça ajoute de la pression sur nos bénévoles parce que, ça va prendre plus de temps. Tu vas devoir gérer potentiellement la personne plus longtemps. Ou même s'il y a un problème parmi les équipes de bénévoles, tu sais, ça prend aussi du temps de les sortir, là. T'as beau avoir un super plan, on est vraiment bien équipé, outillé sur, OK, nos points d'accès sont là. Mais il reste que quand t'es à la grande cuve, au pic du brûlé, il faut descendre à pied. Fait que, tu sais, c'est vraiment les deux plus gros enjeux là, de notre événement. Merci beaucoup, Margot. Avant qu'on se laisse, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui rend cet événement-là spécial? Qu'est-ce qui rend cet événement-là unique par rapport aux autres qu'il peut y avoir au Québec ou dans le monde? Tu sais, moi, c'est les montagnes. Tu sais, c'est unique au Québec. Moi, je viens des Pyrénées en France. Puis, tu sais, quand je viens ici, j'ai toujours comme une espèce de... C'est ma Madeleine de Proust, là. Tu sais, je me dis, c'est comme un petit peu comme chez moi, là, tu sais. Puis, je trouve qu'il y a une espèce de... Je dis pas qu'il y a pas ça dans les autres événements, là. J'ai participé à d'autres événements en tant que bénévole à Ricana et tout. L'ambiance est extraordinaire, là. Mais je trouve que, tu sais, t'es loin, t'es isolé. Fait que ça fait une espèce de petit effet de communauté, là. Les gens se tiennent vraiment fort ensemble. Puis, tu sais, cette année, on a eu vraiment beaucoup de bénévoles qui sont revenus, qui sont impliqués encore plus que les années précédentes. Fait que je trouve que, ça rend l'événement assez unique. Ah, c'est le fun. Merci beaucoup de ton temps. Merci. Ouais. Salut, mon nom c'est Samuel Poher. Une deuxième à Pas sorti du bois. Une deuxième, en effet. Après Autour du feu. C'est vrai, on avait fait un épisode il y a quelques années. On avait parlé de FKT, c'était cool. Ouais, c'est ça avait été cool. Écoute, tu viens de remporter le 23 km du samedi. Ouais. Dans un nouveau record du parcours. Tu as droppé 1 minute au record du parcours. 1 minute et quelques. 1 minute et quelques. J'ai travaillé, c'est ça. Là, je vais les prendre. Comment s'est passée ta course, Sam? Ça a été correct, sans plus. Je dois avouer que j'avais un petit peu plus d'attente. J'ai manqué un peu de jambes, honnêtement, là. Je suis parti assez vite. Au niveau stratégie de course, c'était pas ma meilleure journée, puis j'ai payé un peu pour, mais j'ai été capable de sauver les meubles dans la descente finale. C'est ça, parce qu'on se rappelle que ça se termine avec un 7 km qu'on descend le Mont-Albert très rapidement. Tu t'es mis à bloc. Ouais, quand même. En fait, la première portion est vraiment plus technique, fait que c'était plus d'être efficace. Un de mes objectifs aujourd'hui, c'était de revenir en santé, pas me faire mal. Puis dans des parcours comme ça, je pense que c'est toujours le premier objectif à avoir. Donc non, je voulais juste être efficace dans les portions vraiment techniques. Puis une fois qu'on est tombé dans des portions roulantes, j'ai laissé aller les jambes. J'ai vu ça, moi j'étais là pour filmer les têtes de course sur le dernier kilomètre qui est de la route. Puis je parlais avec le bénévole avant, puis je disais, si c'est Sam qui passait ça en premier, je te jure, je suis pas capable de le suivre jusqu'à l'arrivée. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'était mis à bloc parce qu'il y avait quand même une minute et quelques à ne pas perdre. Honnêtement, en descendant, je voyais les kilos descendre, puis c'était comme, 3 kilos... OK, faut pas que je niaise, faut que je reste sur une allure X, mais j'étais comme, en calculant dans ma tête, j'étais comme, c'est du 2,13, 2,15, ça, fait que j'ai pas le temps de laisser aller, fait que non, il y avait pas de choix à avoir aujourd'hui, c'était jusqu'au bout, là. C'était cool parce que pour la petite histoire, Christopher Levac-Savard avait le record en 2h15. T'es allé chercher son record et une dizaine de minutes après toi, il est arrivé en battant le record du parcours sur le 45. Il y a comme il y a un jeu de tag qui se fait. Là. Il y a vraiment une boucle, c'est intéressant. Puis ce qu'il faut dire, c'est que les records avaient été établis dans des conditions vraiment chaudes dans les dernières années. Fait que malgré qu'aujourd'hui, les conditions étaient vraiment horribles avec les orages puis les conditions vraiment boiteuses et pas rapides. En fait, c'était un Québec Mégatrail repeat pour moi aujourd'hui. Là. Il semblerait que toutes mes courses vont être vraiment dans des météos de merde cette année, mais bon, I guess que c'est ça. Mais non, Christo, incroyable perf ce qu'il a fait, là, un 5 heures sur le 45,
dans les conditions que c'était aujourd'hui, chapeau, c'était très fort. Il a retranché 15 minutes au record du parcours, qui était très rapide. C'était Alexis Chapdelaine l'année passée. Tu avais fini 2e sur ce parcours-là. Donc, faut dire que l'an dernier, on avait perdu un peu des plumes sur le retour. Là. Il avait fait très chaud. Puis Christo a été très solide sur le retour cette année. Fait que je pense qu'il a couru intelligemment. Puis il a usé de ses habiletés techniques, honnêtement. Puis il a monté très fort la cuve, j'ai cru comprendre aussi aujourd'hui. Puis c'est un peu là qu'il y a une différence qui se fait sur toutes les courses. Là. Voilà. Fait que voilà. Donc là, le 23 est terminé. Par contre, toi, ton week-end n'est pas fini parce que demain, tu te lances sur le 26. Ouais, j'ai eu la brillante idée, notez le sarcasme ici, de m'inscrire aux deux épreuves courtes, 23 et 26 kilos. En fait, mon but, c'est vraiment d'avoir une grosse fin de semaine d'accumulation. Je suis dans un bloc d'accumulation en ce moment au niveau de la charge des load pas, puis j'essaye d'enchaîner. Fait que je remplace mes entraînements par des courses courtes. Mais ouais, donc je fais le 26 kilos demain. J'ai hâte de voir dans quel état vont être les jambes demain matin, mais le but, c'est de travailler sur des jambes fatiguées. Fait que c'est ça qui va se passer. Tout à fait. Est-ce que dans la récupération, dans ce que tu fais entre le moment où tu as traversé la ligne d'arrivée puis le départ de la course de demain matin, est-ce que tu fais des choses particulières? Est-ce que tu modifies ce que tu aurais fait normalement après une course? Ben, normalement, honnêtement, après une course comme ça, j'aurais pris une bière. Ouais. Là, je pense que je vais attendre demain, mais je vais en prendre 2. Voilà. Ça va être la façon intelligente d'approcher la chose. Déjà, non, mais honnêtement, mon but, c'était vraiment de m'alimenter le plus, me réhydrater énormément. Je suis allé me mettre au chaud, je suis allé me mettre au sec, je suis allé me laver, tu sais, juste d'être confortable. Je vais aller faire une grosse sieste. Je vais essayer d'avoir un petit massage aussi, juste pour m'assurer. Peut-être faire un petit shake-out ce soir, juste 10 minutes pour flusher les jambes. Ça va être très lent. Sinon, ça ira demain, warm-up, peut-être un chouïa plus long pour faire tourner les pattes. Puis une grosse nuit de sommeil. Honnêtement, c'est ça, c'est manger, dormir. Et voilà. C'est la clé. Tous ceux qui écoutent, qui veulent faire des courses par étapes, écoutez les conseils de Sam. Merci Sam, toujours un plaisir de te jaser. Puis félicitations pour ta course. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte de te voir demain, toi aussi, sur le 26. Ça va être cool. Ça va être très cool. Salut, je me présente, je m'appelle Christopher Lévesque-Savard. Christopher, tu étais sur le 45 ce matin. Il y avait une histoire, je l'ai racontée tantôt avec Sam Poher. Il est allé chercher ton record du parcours sur le 23. Toi, tu as répondu en allant chercher le record du parcours du 45. Grosse journée de record du parcours, mais au-delà des chiffres, comment était ta course? Très surpris parce que sur un 50, je n'ai fait à peu près 3 ou 4 depuis que je cours en trail. Puis c'est la première fois que je me sens bien du départ jusqu'à la fin. Okay. Puis j'ai réussi à bien gérer mon alimentation puis mon hydratation. Fait que je suis vraiment bien content. Puis en plus, j'ai eu le record du parcours aujourd'hui. Fait que totalement surpris parce que je l'ai eu de 15 minutes en plus. Puis je visais le temps, mais vraiment limite, là. Ouais, c'est ça. Tu dis une course quasiment parfaite, idéale en tout cas. Tu connais bien ces montagnes-là. Tu es du coin, tu t'entraînes ici, tu as coursé souvent ici. C'était quoi les difficultés aujourd'hui, cette année? Ben, j'avais jamais fait la section de la Péruline. Puis je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je savais que c'était vraiment technique, mais là, c'était tellement boiteux, ça avait aucun sens, là. J'étais vraiment surpris, c'est que ça se courait vraiment pas, fait que c'était vraiment dur mentalement de se motiver. Je me demandais, tu en as fait plusieurs courses, tu as coursé même en Europe l'année passée, l'OCC, tu as fait beaucoup de courses au Québec. Qu'est-ce qui est différent de cette course-là ici? Qu'est-ce qui est unique avec l'Ultra Trail des Chic-Chocs? Ben, dans le fond, j'ai fait une course à l'OCC l'année passée à l'UTMB. C'est totalement différent. Là, ici, c'est technique du début jusqu'à la fin, sauf la fin du Mont-Albert. Ouais. Le reste est totalement technique, puis aucunement, l'OCC, c'est aucunement pareil. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour le reste de l'année? Dans le fond, je vais participer avec Team Canada au NASAC. Là, c'est l'Amérique du Nord puis l'Amérique centrale. C'est une compétition internationale. Là. Puis je vais faire ça le 16 septembre en Saskatchewan. Je fais un up and down classique 10 km. Okay. Puis après ça, j'ai les Xterra Trail Championships 2 semaines après dans le Maine. Okay. Puis après ça, j'ai un marathon de Philadelphie en novembre. OK. Un automne bien occupé. Oui, c'est ça. J'ai bien hâte. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir parlé. Puis félicitations pour ta course. Très, très impressionnant. Merci beaucoup. Là, j'ai dit, coudonc, j'aurais dû proposer une pilule de sel, quelque chose, là. Ça allait super bien. J'étais égoïste. Non, tu m'as dit. Je t'ai pas demandé si tu m'as dit, let's go jusqu'au finish. Là, c'est ça. J'étais comme, il va chier. Vraiment que je vais me rendre au finish. Si j'arrête.
Direct en bas, tu peux te le mettre où je pense ton finish. Hey, regarde ça, t'es dans l'avant de la reine. Je suis arrivé. Exactement. J'étais avec Maude Cyr et David Bombardier. Maude, t'as remporté le 101 km, notre grande gagnante. David, t'as terminé 5e. Puis, je vous voyais les deux, on a jasé un peu, les trois, mais les deux individuellement. Je sentais que vous aviez vécu toute une course, puis je pense que vos courses se sont intercroisées, se sont croisées à travers la journée. Mais ça va être le fun, on va faire ça les trois ensemble. Les deux, vous avez vécu des grands hauts et des grands bas dans cette course-là. David, on commence avec toi. Parle-nous de ta course, ton 101 km. C'est en deux parties. Il y a le premier 38 où ça a été n'importe quoi et il y a eu la résurrection après ça où là, ça a été une remontée spectaculaire. J'ai eu le plus bas de toute mon histoire de la trail et le plus haut que j'ai jamais vécu. Fait que ça a été j'ai vraiment rebondi. Je pensais jamais que ça se pouvait. Un rebond aussi intense que celui-là. Même après tant d'années, parce que ça fait longtemps que tu roules ta bosse, autant avec Dossard que dans des projets, des plans de marde, des projets solo, de vivre ça, puis d'apprendre encore, j'ai l'impression, après des années, de vivre des aussi gros creux, puis d'en remonter. C'est un sport où on apprend toujours? Ah, vraiment. J'ai fait une erreur de débutant au début à partir trop vite, puis j'arrête pas de dire tout le temps, faut partir conservateur, faut y aller relax, puis mais je suis parti comme une balle. Là, tu m'as nommé comme grosse pointure au début, ça m'a rentré dans la tête. Là, j'ai dit, OK, faut que j'aille chercher lui. Oh non, puis à cause de ça, l'estomac, il s'est rebellé tout de suite. Puis à partir du moment où ça arrive, je le sais que il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de solide qui a rentré. Fait que jusqu'au 38e kilo, C'était fini au 38? Ah oui, vraiment, j'abandonnais. J'ai été malade en montant le Mont-Albert. Je me faisais dépasser par tout le monde. J'ai comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas de fun. Puis Maude, je l'ai croisée, elle a essayé de me motiver, mais mon idée était faite dans ma tête, là. Maud, de ton côté aussi, quand on s'est vu, en fait, le dernier extrait que les gens vont avoir entendu dans l'épisode, ça allait bien, on descendait à Albert, t'étais en feu, t'arrivais justement à ce turnaround-là, là où David parle de son 38 où il pensait arrêter. Toi, t'es passé à ce ravito-là, ça allait en feu, là. Ouais, moi, là, j'étais dans le mode, OK, ça roule, c'est roulant, ben je vais rouler. Moi, c'est ça l'affaire. Je sais pas d'attraper des gens, là, ou peu importe, là. Je me dis, le monde me dit que c'est technique. Est-ce parce que c'est zéro technique, là? À moins que, la technicité au Québec, c'est parce que j'habite en Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Donc, mais non. Fait que j'ai dit, moi, c'est quoi? Je vais en profiter que c'est roulant. Je sais pas quelle est la technicité ici, là, mais il y en a pas. Fait que je vais en profiter. Je roule. Fait que j'ai roulé jusqu'à un point où j'ai rencontré la bouette et les racines, genre vraiment intense. Puis la pluie est arrivée, puis tout ça. Puis, regarde, moi, je fais le syndrome de Raynaud, puis c'est ça m'avantage zéro. Alors, j'ai commencé à avoir les doigts complètement blancs et complètement jammés, les orteils, même à faire tout le temps dans la boîte et tout ça. Et puis, quand je suis arrivée au ravito du lac, ouais, le gars des premiers soins me regardait et dit « T'as les lèvres mauves, bleues, là, assis-toi, là, on va te gérer. » Fait que moi, j'étais comme moi aussi, tu sais, je crois que moi, je retournerai pas, là, tu sais, moi, je vais juste arrêter ici. S'arrêtait là. Mais en même temps, j'étais comme, mais là, il fait clair. Moi, je veux voir la vue, là, au top du Mont-Albert. Je veux pas, tu sais, je suis ici pour ça. Fait que là, j'ai dit, là, on peut essayer de me réchauffer, là, OK? On va mettre une bouteille d'eau chaude, là, sur mon chest, en dessous de mes aisselles. Là, il me massait les pieds. Il était vraiment extraordinaire, les bénévoles sont extraordinaires. Et puis là, finalement, tout est revenu. Mes lèvres sont devenues rouges. Ils étaient plus bleus. Fait que là, tes lèvres sont plus bleues. Tu peux y aller. Je dis, ouais, justement, je me sens comme une neuve. J'étais ressuscitée. Fait que je suis repartie sur la go. Puis, écoute, j'ai vu le top du Mont-Albert. C'était magnifique. Ça valait le coup. Et puis, ça allait super bien. Là, écoute, la boîte, c'est de la boîte. Puis, il faut juste une différente technique. Puis, je l'ai appris sur le fait. Fait que 2 histoires, 2 courses, 2 résurrections, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que c'est une belle morale où les gens autour peuvent apprendre que tout revient toujours. Puis on le dit souvent, on le répète tout le temps. Gilles Poulain dit toujours que tout passe, tout a passé dans votre cas. David, tantôt tu disais, il y a un point dans la course où je me suis dit, c'est fini les dossards. Là, t'as fini. C'est encore vrai? Ben non, c'est ça qui tout a changé.
Écoute, en redescendant de Mont-Albert, là, j'étais déjà en train de dire, OK, je vais pouvoir expliquer mon abandon de cette façon-là, je vais écrire ça de telle façon. Tout était en train de s'écrire. Le scénario s'écrivait. Oui, c'était écrit, là. C'était là. Tout était là. Puis finalement, je l'écrirai jamais. Parce que ça s'est pas passé, puis je suis allé rechercher chaque coureur. Mais j'avais le fermeur directement, disons-le, dans le cul. Quand je suis reparti du Mont-Albert, j'ai fait, c'est pas vrai que je vais avoir un fermeur qui va me suivre tout le long. À partir de là, je voulais aller chercher du monde en avant, mais aussi m'éloigner du fermeur. Oui, fait que je suis allé les chercher un par un. C'est comme tink, tink, tink. Mais c'est tellement le fun, ce sentiment-là. C'est ça, puis ça va au-delà ça va au-delà de l'esprit de compétition. C'est juste que mentalement, tu te mets dans un état d'esprit. Moi, c'est Pierre-Luc Fortin d'Ultra Lala Podcast qui m'avait déjà dit, lui, là, il avait parti Bromont en arrière. Puis toute la journée, il a avancé tranquillement. Puis c'est pas pour l'esprit de compétition de je veux telle position, c'est juste mentalement, ça a un effet qui est malade, là. Mais là, je te dirais que de faire un top 5, on dirait que je me disais, faut pas que je finisse 6e. 5, on dirait que c'est comme, tu sais, un top 6. Déjà, mais c'est un top 6, mais un top 5, j'ai comme, il me semble pour une fois dans ma vie, il me semble que je serais content, tu sais. Mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un de mid-pack, là, tu sais, là. On est pareil, tout le monde. Puis des fois, quand il y a des courses, il y a un peu moins de monde, on a des bonnes journées, on se rapproche, mais c'est le fun quand même. Oui, c'est tellement le fun, mais juste d'être capable de dépasser puis de dire OK, je suis parti de plus loin là, mais Colin, puis je veux dire, j'avais comme 62 km pour ça, tu sais, fait que j'avais du temps, on avait rien que ça du temps. C'était non, vraiment ça a été puis quel beau terrain de jeu, tu le disais là. Mais on a des terrains de jeu magnifiques au Québec, mais les Chic-Chocs, le Mont-Albert, c'est pas mal au top. On en parlait, Maude, tu vis dans l'Ouest, mais dans la prochaine année, tu vas faire un retour au Québec. Tu seras pas si loin. Est-ce que de vivre ces belles montagnes-là, de les voir, ça motive encore plus à revenir? Ben, c'était la raison pour laquelle je voulais voir dans le jour de quoi ça avait l'air. Puis sérieusement, là, entre ça puis courir sur Whistler Blackcomb ou Garibaldi Lake, là, je veux dire, j'ai le même feeling, tu sais, c'est comme au-delà des arbres, moi, c'est tout ce que ça me prend, une vue, puis c'est cool, là, tu sais, le reste, je l'ai fait en masse dans l'Ouest, je suis correct, j'ai ma dose, moi, j'ai le goût de voir le territoire québécois, mes sources, puis j'ai hâte, puis oui, en effet, ça va être tout près de la ville où est-ce que je vais rester, alors. Yeah! On a un terrain de jeu exceptionnel, puis je pense qu'ici, particulièrement, il y a quelque chose de spécial. On a plein de courses partout au Québec qui ont des terrains de jeu qui sont magnifiques, mais ici, ça ressemble à rien. David, tu as fait les Adirondacks, tu as fait les Whites de bord en bord. Ici, ça se compare à quelque chose? Ben non, c'est la cuve, là, le Mont-Albert, il y a comme, on dirait qu'on est dans carrément d'un autre pays, c'est magique. Il n'y a pas de mots. Tantôt, il y a quelqu'un qui a expliqué d'une façon magnifique, parce que ceux qui connaissent moins, c'est le Mont-Albert. Quand on le regarde d'où on est en ce moment dans le village du TCC, c'est une montagne québécoise, c'est des sapins, c'est vert, that's it. Puis de l'autre bord, c'est un terrain martien, lunaire, des roches oranges. Quelqu'un a dit ça, c'est une montagne de 2000 mètres qu'on a coupée au 45. D'un bord, on a laissé la verdure, puis de l'autre bord, on a montré là en dessous. J'ai trouvé que c'était la meilleure image pour décrire cette espèce de dualité entre les deux côtés. Oui, c'est ça. Les roches oranges aussi, c'est vraiment magnifique. La chute qui coule, toi, juste là, c'est comme... Non, tout est là. C'est vraiment, vraiment très, très magnifique. Ça vaut le détour pour venir faire un tour ici et courir. Vous êtes des excellents agents de voyage. Vous êtes des ambassadeurs pour la région de la Gaspésie, on le savait pas. Mais de nuit, c'était quand même moins beau un peu. Fallait continuer. Voilà, exactement. C'était la motivation pour continuer, mais c'est ça. De nuit avec la pluie, puis les nuages, puis... Ah ouais, le vent, puis tout. Là, des fois, je disais aux coureurs, genre, dans le bois, tellement que j'en avais ras-le-bol, la bois. Je disais, hey! On se sent vraiment comme les soldats là, de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Là, on le filez-le, là, comment ils se sentaient, eux autres. Là. Ça n'avait pas rapport. Eux payaient pas pour être là. Nous autres, on paye là-dedans. Sérieux, là, je sais plus quoi faire là, pour me stimuler là, pour penser à autre chose que genre, je veux sortir d'ici. Mais bon, c'est correct, ça fait partie de la game. Hein? Puis c'est un défi, puis j'ai adoré au bout du compte. Vous l'avez réussi les deux, félicitations. Je suis content de savoir que David, on va te revoir sur des événements, même si on va continuer de te suivre dans tes plans de marde. Maud, je suis très content de savoir qu'on va te revoir probablement dans des courses québécoises dans les prochaines années depuis quand tu vas revenir ici. Merci beaucoup à vous deux. On se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Certainement. Merci beaucoup.
la distillerie Ubald. C'est 4 gins puis 2 vodkas 100% québécoises, mais c'est surtout une équipe de passionnés qui laisse rien au hasard. De la récolte à la bouteille, toutes les étapes et les processus sont faits pour obtenir le meilleur produit possible, sans compromis. Tout est produit sur leur domaine dans Portneuf dans un souci d'économie circulaire. Tout est fermenté et dilué à partir d'une eau pure qui vient d'une filtration naturelle de 200 jours et tous les produits sont distillés en petits lots grâce à une configuration exclusive d'alambic italien qui met en valeur toute la texture et tout le caractère unique de chaque ingrédient choisi. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais le mieux que tu puisses faire, c'est de l'essayer. Cherche le gin Valley et la vodka Route 363 dans ta SAQ du coin. Merci Ubald et bonne continuité d'épisode. Richard Taillon. Richard, après tout ce temps-là qu'on se parle en ligne, qu'on s'écrit, on s'est croisés quelques fois, là on peut enfin parler autour d'un micro. Bienvenue à Pas sorti du bois. Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'est super. Écoute, moi, j'étais un grand fan. Mais moi, je suis un grand fan de toi. Tu te rappelles, le moment donné, j'avais lancé une initiative, l'auditeur du mois. Ça a été toi, puis c'est une initiative qui, bon, par manque de temps, encore aujourd'hui, t'es le seul auditeur du mois de Pas sorti du bois. C'est bon, je vais garder mon titre. Ah oui, exactement. Écoute, je suis très content de te voir. T'étais sur le 62 aujourd'hui, en préparation pour un gros défi qui s'en vient. Qu'est-ce que ce gros défi? Le défi du Tordret pour la deuxième fois. C'est ma revanche cette année pour le terminer. À cause que l'année passée, j'ai terminé j'ai fait ça en 80 km et barrière horaire, 1 heure de différence, donc je me suis fait couper. Mais cette année, je pense que ça va être bien parti pour le faire au complet. Et pour ceux qui sont moins familiers, qu'est-ce que le Tordret? Le Tordret, c'est une course en Italie. C'est 130 km. Donc, 130 km avec 12 000 mètres de dénivelé, quand même un bon ratio. Je pourrais pas te dire les ascensions, parce que ici, j'ai remarqué qu'il parlait des ascensions au niveau des Chic-Chocs. Mais là-bas aussi, il y en a des bonnes. Fait que c'est une belle course dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Aoste. Donc, ça part de Courmayeur, mais moi, ma course, elle part de Grossonnet. Et c'est un aller seulement. Okay. Donc, c'est un aller de Grossonnet à Courmayeur. Donc, ça se passe dans le cadre du Tort des Géants. Donc, je pense que vous êtes une belle gang de Québécois. Année après année, on entend beaucoup parler du Tort parce qu'il y a une Martine Marois, la fierté du Québec, qui année après année s'en va là-bas. Puis il y a plusieurs Québécois qui l'ont fait. Qu'est-ce que ça impacte pour toi d'avoir d'autres Québécois qui vont faire cette course-là? Est-ce que tu t'imprègnes de leurs expériences? Est-ce que tu parles avec ces gens-là? Oui, je parle avec ces gens-là. Je m'imprègne beaucoup parce que c'est très intéressant de tout le cheminement qu'ils ont. Ils ont un super beau chemin. Puis en réalité, moi, je suis en train de tracer mon chemin en même temps par rapport à ça. J'avais déjà fait un petit pause à un moment donné. On avait fait une ride au niveau des Chic-Chocs cet hiver, au mois de février. Puis j'avais oublié mes raquettes. Puis tout le monde avait fait les pas en avant de moi. Puis moi, j'avais pas de raquette, fait que je pilais sur les pas de eux. Puis qu'est-ce que j'ai posté avec l'image, c'est qu'on m'a pris en photo parce que je montais le dernier. Puis là, avec cette photo-là, j'ai marqué « Marcher dans les pas des autres peut aider beaucoup ». Ouais, ben c'est exactement ce que tu fais. Puis tu me disais avant qu'on enregistre que tu suis même les pas de Martine qui était, on se rappelle, elle était passée au podcast, elle pas sorti du bois, après avoir retranché 22 heures de son temps du Tort des Géants entre, je me rappelle plus des années, c'était entre 2019 et 2021, bref. 21. Elle avait retranché 22 heures, ce qui est exceptionnel. 21. Puis parmi toutes les choses qu'elle avait faites, c'était de se faire coacher par Éric Deshaies. Puis là, tu me disais que Éric Deshaies est rendu ton coach. Éric Deshaies est rendu mon coach. On travaille fort sur toute la vitesse. Il est en train d'ouvrir ma tank à gaz, c'est le mot d'ordre, tu sais, fait que je pense que tu sais qu'est-ce que c'est. Je suis parti de 730 le kilomètre, je suis rendu à 5, quasiment 4,55 le kilomètre. Mon but, c'est de descendre encore plus bas pour arriver à faire un 10 km à la même âge que quand j'avais 15 ans. Wow, ça veut dire combien, ça? En bas de 46. Oh shit, OK! Donc, 45 et 50. Fait que le moteur grossit. Hein? Le moteur est grossi. Même asthmatique, le moteur grossit puis ça marche bien. Très, très fort. Fait que là, t'étais dans les Chic-Chocs aujourd'hui sur le 62 dans le but de venir faire une run d'entraînement pré-Tordret? Oui, pré-Tordret parce que ici, j'avais remarqué que tout ce qui était côté Mont-Albert était très rocailleux. Fait que c'était une belle
Un bel entraînement pour le tas de raide parce que c'est très rocailleux aussi en mode alpin de ce côté-là. Fait que c'était très, 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 très le fun aujourd'hui. T'as eu du fun? J'ai eu bien du fun. Très boiteux, mais bien du fun. Est-ce que tu sens que ça a contribué à ta préparation? Oui, tout à fait, tout à fait. Les jambes sont solides. C'est ça que ça veut juste dire. Il reste le souffle avec l'aspe en haute altitude à travailler, mais ça prend les pompes absolument. L'année passée, je me suis fait un petit peu... Je me suis fait jouer un tour avec ça. Je me disais que j'étais correct. Puis finalement, en haute altitude, l'aspe a kické in. Okay. Puis sans l'effort. Fait que j'ai fait, OK, cette année, on prépare ça. On prend les pompes justement pour préparer ça comme il faut. Pour être capable de passer le côté rythme et pas lâcher le rythme comme de le côté alpin. Ouais, c'est ça. Écoute, à t'écouter, je sens que la préparation est là, que tu as fait les devoirs qu'il fallait pour passer d'un abandon l'an dernier, forcé par les cut-offs, à là, cette année, 30 jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu me sembles dans un état d'esprit qui est béton, de feu. Tu es prêt pour ça. Richard, je te souhaite un super tas de raid. On va suivre ça. Tu me disais que tu fais des Facebook Live aussi avec les Québécois qui sont là-bas, donc on va écouter ce contenu-là. Je te souhaite une excellente course, puis bon retour après ce périple gaspésien. Bien, merci beaucoup, Yannick. Ça fait plaisir. Merci, Richard. Josh Tremblay. Josh, on s'est parlé dans l'épisode de pré-UTCC. On avait anticipé plein d'affaires, on se prépare de plein de façons pour une course, mais quand il tombe des cordes intensément, comme les auditeurs l'entendent peut-être sur la tente sous laquelle on est, c'est quoi la stratégie? Est-ce qu'on s'adapte? Ouais, là, je vais aller en camisole short, puis je vais espérer pas geler au top du Mont Xalibu, là. Puis, anyway, c'est la même affaire pour tout le monde, là, fait que on va juste s'adapter au fur et à mesure, là. Moi, je trouve qu'on retombe dans notre nous de jeunesse, dans notre cœur d'enfant, quand il tombe des cordes comme ça. La seule affaire qu'on a à faire, c'est de sauter dans la boîte à pieds joints puis de s'amuser. Exact, ouais, on va s'amuser dans la boîte, ça c'est certain. Là. La descente, elle va être périlleuse. Là. Je la vois, là, puis c'est tard. Ouais. Toi, comment tu te sens avant la course? Je me sens bien, là. J'ai pris une petite pilule de caféine avant de... Il y a 1 heure, mettons, là, Ah, Alexis, il vient de passer, salut, là! Ouais, je me prépare, là. J'ai fait un peu de visualisation en départ. Vincent est là aussi. Un peu de visualisation, puis j'ai bien hâte de prendre le départ là, avec les boys. Anyway, là, ce que Éric Lévesque nous disait, c'est que le pic est entre 7 et 8, le départ est à 7. Fait que toute la montée vers Xalibu, on va se faire pleuvoir dessus, mais l'avantage, c'est qu'en haut, il y a des vents à 100 km/h. Il pleuvra plus puis qu'on va sécher dans le temps de le dire. T'es sérieux, il y a des vents, ça? Ça dépend des fois, mais quand j'étais là vendredi soir, je te confirme que c'était fort, mais regarde, ça va être parfait pour sécher, c'était fait pour ça. Ouais, j'espérais pas faire trop d'hypothermie, là. On va faire attention. Hey Josh, bonne course, amuse-toi puis on s'en reparle peut-être après. That's it, merci Yannick, tantôt. Allô, c'est Mélodie Gilbert. Mélodie, on vient de terminer le 26 Xalibu. Toi, c'était une run, je pense, un peu d'entraînement, un peu de compétition avant de t'en aller à Chamonix. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Ouais, c'était une course d'entraînement intense. Là. Je voulais quand même mettre un bon effort pour voir la forme météo, mais je dirais plus sans prendre de risques parce que c'était pas le temps de se verser une cheville ou quoi que ce soit avant de me rendre à Chamonix. Ouais, c'est le fun. On s'était parlé avant de Canyons, qui a été ton ticket d'entrée pour l'OCC. Est-ce que ça a changé un peu tes plans de l'été, sachant que tu en allais à Chamonix à la fin de l'année, ton choix de course, ton entraînement? Oui, c'est sûr que là, Chamonix, c'est 55 kilos avec 3400 de dénivelé. Fait que l'entraînement a été un peu plus dans l'endurance que si je m'étais entraînée là, comme les formats Golden Trail de 25 kilos. Là, c'est différent. Fait que là, tu viens de terminer ton 26, pas de bobo, top shape. Comment tu te sens à l'approche de la course? Ça s'en vient vraiment vite? Je dis à tout le monde, je suis tellement excitée. Là, c'est vraiment mon feeling pour l'OCC. J'ai l'excitation, mais prête à aller tout donner. Là, le couteau entre les dents pour aller donner tout ce que j'ai, puis montrer, voir ce que mon entraînement a donné dans le fond. Oui. Là, ouais. Tu en as fait plusieurs des courses. Selon toi, c'est quoi qui différencie cette course? Qu'est-ce qui fait que l'UTCC, c'est unique comme événement? Je dirais vraiment là, le terrain. Ouais. J'ai pas de terrain technique avec des roches, mais aussi la vue. Quand il fait beau, on a une belle vue. C'est vraiment la montagne, c'est vraiment plus un peu alpin. Comme on peut retrouver un peu plus en Europe. Là. C'est la seule au Québec qui est comme ça. Là. C'est la meilleure façon de venir te préparer avant de partir pour Chamonix.
Oui, puis je suis quasiment contente. J'étais allée dans les White Mountains v'là une couple de semaines, puis j'ai pratiqué un petit peu dans les roches, là, fait que j'étais moins frustrée aujourd'hui dans la section rocheuse. Mais là, ensuite, félicitations pour le 26, une grosse deuxième place, mais surtout, bonne fin de préparation, bonne chance à l'OCC. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont te suivre d'ici. On va peut-être derrière toi à distance à te suivre, fait que amuse-toi là-bas. Gros merci! On se voit à Ricana? Oui! Cool. Bonjour, Geneviève Asselin-Demers. Une revenante à Pas sorti du bois. Tu étais venue au spécial, l'épisode féminin qu'on avait fait avec les 3 autres filles. Ça avait été super intéressant. Geneviève, bienvenue à Pas sorti du bois. Tu étais sur le 45 hier. Comment ça a été? Un mot, boîte. Boîte? Y avait-tu de la boîte? Il y avait beaucoup de boîtes. C'est pas juste les pieds mouillés de boîte. C'est que j'ai des endroits où je suis atterrie dans la boîte jusqu'aux hanches. Puis pour me sortir, c'était de rentrer mes mains. Mais j'en avais partout d'en face. Joanie a le meilleur vidéo ever. Ah ouais? Là, moi qui pensais que je me nettoyais dans les rivières, je prenais de l'eau puis là je me nettoyais en pensant que j'étais rendue propre. Puis là, elle m'a filmé à la paruline. Clairement, je l'avais pas. Là. Je m'étais vraiment mal lavée. J'avais de la boîte d'un cil dans la bouche. C'était dégueulasse. Toi qui es à la base une coureuse sur route, t'as remporté le marathon de Montréal. T'arrives en trail il y a 2 ans. Ça fait 2 saisons complètes, disons. T'es pas allé avec les courses les plus simples pour une transition. T'as fait les grosses Arikana 125 qui est pas piqué des verres, qui est loin d'un marathon de route. Là, t'es dans un Chic-Choc qui est probablement le plus technique et le plus boiteux qu'on a au Québec. Là, t'es rendu clairement, après 2-3 ans, une vraie traileuse. Comment se passe cette transition-là? Est-ce que tu t'ennuies de l'asphalte? Oh non. Je m'ennuie vraiment pas de l'asphalte. Là. Tu sais, pour vrai, durant la race, tu fais comme, mais qu'est-ce que je fais ici, là? Genre, je suis tannée de la boîte, j'en ai partout. Puis à un moment donné, le kick, il repogne. Puis tu sais, la finale, les Chic-Chocs, la finale est insane. Quand t'arrives au Mont-Albert, après la cuve, puis là, t'as de la descente, t'as 6 km de descente de fou. Ouais. C'est là que tu te rappelles pourquoi tu le fais, là. Ah ouais. Donc, non, j'ai comme adoré tout. Puis l'esprit aussi, je pense que les courses en Gaspésie ont fini vraiment sale, mais je pense que l'esprit de gang, les bénévoles, l'ambiance est comme vraiment impressionnante. Puis tu sais, on est comme dans un microclimat aussi, fait que c'est nuages, pluie, déverse, boum, bon soleil pour l'arrivée. Rien à comprendre. Non, exact. Fait que je pense que l'expérience globale est incroyable. Mais à un moment donné, j'en ai voulu à Eric de m'avoir invité ici, là. Mais comme tu dis, la descente, la plupart des parcours du samedi, ça se termine avec un 6 km de moins 850 mètres de dénivelé. C'est magnifique, c'est une belle descente. Comme si on retombe en amour avec le trail quand on a sacré dans la cuve, quand on a sacré dans la boîte. Comment s'est passée ta course? T'as remporté avec un record du parcours. Félicitations. Comment ça s'est passé? T'as-tu des gros downs, des gros ups? Je partais parce que j'ai quand même eu un gros accident de vélo de montagne il y a 2 semaines. Donc, tu sais, le neurologue me donnait le go pour recommencer la compétition. Mais il m'a dit, tu sais, les 30 premiers kilos, tu y vas easy pace, là, dans le sens que tu es vraiment à l'écoute de ton corps. Fait que moi, je me suis passée par une fille. Je dis, OK, t'as-suis pas. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, vas-y à tes feelings. Si tu suis quelqu'un, tu t'écouteras plus. Puis, tu sais, il dit, au moindre signe, là, genre, tu vois flou, tu vois double, il dit, là, tu sors du parcours. Parce que, tu sais, un cerveau, tu niaises pas avec ça. Non, c'est pas une cheville foulée, c'est ton cerveau. Fait que, super bon feeling. Dans la boîte, il me dit, à 30 kilos, tu sais, gars, il va te rester 14, tu gonnes, puis tu t'amuses. Fait que, mais un petit peu avant, 30 kilos, je me sentais vraiment bien. Fait que j'ai fait, OK, je vais commencer à ouvrir la machine. Puis je voulais sortir de la boîte, là. J'étais comme écœurée d'être dans la boîte. Fait que j'ai commencé à gonner. Puis, tranquillement, pas vite, là, je rattrapais Puis à un moment donné, je vois la fille au loin. Fait que là, je m'en vais à côté d'elle. Puis, elle allait pas, tu sais, super bien mentalement. Elle disait, je suis tannée. Je dis, on vit toute la même affaire. Tu sais, pas vrai, on est tous dans le même bateau. Ah ouais, on se suit, puis tu sais, on s'encourage. Puis à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, t'as vraiment plus d'énergie, là, ça paraît. Tu sais, vas-y, go. Fait qu'après ça, moi, j'ai gonné la fin, la montée de la cuve comme jamais en power hike. Là, c'est la première fois que j'avais un bon feeling en hike. Là, j'avais de l'énergie. Puis la descente, mais j'ai roulé comme jamais. C'était agréable comme finale. C'est quand tu finis avec de l'énergie puis de la belle énergie, ça a été vraiment une belle course pour ce qui est de la gestion d'énergie. Fait que de A à Z, j'ai en plus un record du parcours. Fait que c'est encore plus grand quand t'arrives puis tu fais comme ah si je l'ai là, j'ai 35 minutes sur le record du parcours. Fait que c'était le fun là, c'était vraiment le fun. Est-ce que ça servait aussi de genre de dernière grosse run d'entraînement avant Ricana? Exact, oui, c'est ça. C'était comme je voulais faire un power week-end un petit peu. Je voulais courir aujourd'hui, mais avec le déluge de ce matin, puis je vous ai vu partout, j'ai fait je vais les laisser aller, puis genre, je me ferai peut-être une petite course cet après-midi quand il va faire plus beau. Mais c'est ça, ça servait beaucoup d'entraînement aussi en vue de l'UTHC.
Fait que je pense que c'est fait, là. Un bon entraînement efficace. Tu es en confiance pour Arikana, là? Est-ce que l'année passée, c'était ta première fois sur le 125, tu as terminé 3e? Est-ce que ta préparation est différente, physique ou mentale, en vue de la course, maintenant que tu la connais, maintenant que tu sais ce que ça prend pour faire X chrono? Oui, mais oui puis non, dans le sens que l'an passé, j'ai comme fait un 60 puis pouf, 125. Fait que j'étais vraiment conservatrice dans les débuts. Je veux juste pas la DNF. Je veux vraiment la compléter. Fait que super conservatoire jusqu'à 80. Puis là, à 80, j'étais comme, OK, je peux plus DNF rendu là. Puis j'ai commencé à gonner. Cette année, je vais peut-être la prendre un petit peu différemment. Je vais être quand même conservatrice, mais peut-être pas jusqu'à 80. Je connais aussi mes limites. Je me connais mieux dans la trail. Puis je connais plus la trail du THC aussi, dans le sens que je l'ai déjà fait. Fait que oui, je vais la prendre différemment. Mais c'est encore une fois, il faut que tu sois conservateur au début de l'UTHC. Là. Effectivement, c'est une longue balade. Merci beaucoup, Geneviève. Félicitations pour ton 45. On se voit à Arikana, on se voit sur le départ. Moi, j'essaierai pas de te suivre. Tu peux essayer, on va voir. Non. C'est vraiment le fun de te voir progresser dans le trail depuis 2 ans. C'est exceptionnel ce que tu es en train d'accomplir. Puis, tu as une belle énergie. Puis, on te voit t'impliquer. Tu remets tes médailles à l'arrivée. Fait que tu es vraiment 100% rendu une traileuse. Le marathon de Montréal, tu t'en reverras pas. Non, c'est ça. Alex sera pas content d'entendre ça. Je blague. Il y en a plein de trailers qui retournent au marathon, mais t'es clairement rendu une traileuse. Ah, merci, c'est gentil, Yann. Merci. Bye, c'est tout. Virginie Savard. Virginie, si le nom dit quelque chose aux gens, c'est parce que tu as remporté un concours. Puis on vient de se croiser par hasard dimanche soir au gîte du Mont-Albert avec toute ta famille qui nous regarde enregistrer. Donc raconte-nous comment tu avais gagné ton dossard des Chic Chocs. Dans le fond, tu avais posé une question dans un des podcasts, puis je les écoute religieusement depuis que je me suis mis au trail, un peu grâce à ce podcast d'ailleurs. Puis là, j'étais comme, hey, je sais la réponse. Mais il me semble que c'était un sur le Gaspésia, hein. Ouais, ça se peut. Puis le Gaspésia, ça fait comme 4 ans, je le fais, puis je suis bénévole aussi. Fait que là, j'ai répondu, puis boum, j'ai gagné mon inscription. Malheureusement, je me suis un peu blessée à la bandelette, fait que la descente du Xalibu, c'était moins dans les plans. Ça tendait moins. Ouais, fait que là, j'ai fait le 10. C'était boiteux. Ouais. J'ai eu la chance de le faire avec mes 2 parents. Hein? Puis j'ai 30 ans en fin de semaine. Oh wow! Bonne fête! Merci, c'est pour ma fête. Puis je trouvais ça exceptionnel de pouvoir faire ça avec mes 2 parents à cet âge-là. Puis mon chum, ma sœur, mon autre sœur, ma tante. On fait le 26 km. C'était fou. Un beau trip familial. C'est à partir d'un dossard, puis finalement, c'est devenu 7 dossards. C'est vraiment trippant. Félicitations pour ton 10. Félicitations à toute la famille qui est là pour les différentes distances. Fait que là, t'es blessé, mais tu t'es dit, tant qu'à se déplacer, on va au moins faire le 10 km. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça incroyable. J'aime beaucoup la descente, plus que la montée en général. Là, c'est sûr, la descente avec la bandelette qui accroche, c'est tannant, mais c'était fou. Il y avait tellement de boue, je riais tout le long. Je riais. Ouais. Je regarde ceux ci qui ont fait le 26, on a été gâtés en fait de boue aussi, mais je pense qu'on retombe dans comme notre enfant intérieur quand on est dans des situations comme ça, hein, les trous d'eau, on saute là-dedans. C'est exactement ce que ma mère, juste devant moi, je la suivais, puis elle me disait, là, c'est comme quand j'étais en Gaspésie, parce qu'elle vient de la Gaspésie. Okay. On habite tout à Québec maintenant. Moi, j'ai déménagé en Gaspésie de retour, parce que mon copain vient de là. Okay. Fait que là, c'est exactement ce qu'elle disait tantôt en sautant de roche en roche. C'est le fun. Là, qu'est-ce qui t'attend une fois que cette bandelette-là va être réglée? T'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Ouais, ben moi, dans le fond, je me suis inscrite c'est la première édition de l'Ultra Trail Forillon. Ouais. Puis c'est à 1h15 de chez nous, là. Fait que je vais faire du bénévolat, puis si ça va, je devrais faire le Mont-Saint-Alban. Fait que c'est tellement de belles vues, là. Ceux qui n'ont pas jamais été, allez-y. C'est extraordinaire, la vue au Mont-Saint-Alban. Super ambassadrice pour sa région. Une question que je pose à tous les invités, ou presque, qui sont dans l'épisode spécial Chic Choc. T'as été à d'autres événements de trail au Québec. Mm-hmm. Qu'est-ce qui rend l'Ultra Trail Chic Choc unique, selon toi? Les paysages. Ouais. Je pense qu'il y a aucune région, j'ai rien contre les autres régions, mais il y a aucune autre région qui a des paysages comme ça. L'année passée, j'ai fait le 23 km, j'ai manqué mourir, il faisait 40 degrés. Merci à Brix, les gels Brix m'ont sauvé. Puis les Barnac. Fait que c'était lunaire, c'était fou. Les paysages on dirait qu'on est comme sur notre planète. Ouais, vraiment, faites-le. C'est pas si loin. Voilà, elle l'a dit. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu random devant l'ascenseur, devant ta famille. Écoute, c'est à la bonne franquette. Merci. Puis le gîte du Mont-Albert, hein, ceux qui veulent faire l'Ultra Trail et Chic Choc, c'est le gros luxe. On est dans le confort total. La bouffe, on s'en va là. On s'en va souper. C'est incroyable. Bon, ben, bon appétit. Merci. Spécial Chic Choc. La conclusion, je pense que ça peut pas se faire avec n'importe qui d'autre que Audrey Archambault, Éric Lévesque. Vous êtes les deux. Je connais même pas vos titres exacts. Éric, t'es directeur de course. Audrey, t'es...
Bref, tout. Coordonnatrice. Parfait. Écoute, j'ai été témoin en fin de semaine de tout ce que tu fais. Les deux, vous êtes partout. C'est un événement. J'allais dire un petit événement parce que, bon, c'est une course de trail. Tout événement de trail est petit, mais c'est énorme ce que vous gérez. C'est énorme ce que vous avez accompli en fin de semaine. Merci de prendre le temps comme ça. Écoute, on est encore le dimanche. Il fait beaucoup plus beau quand on est parti ce matin. Là, on a le beau soleil. On est sur le balcon d'un petit chalet à côté du départ. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être là. Merci, ça fait plaisir. Je me doute qu'il y a quand même un peu de fatigue accumulée de tout ça. On en parlait avant qu'on commence, mais je trouve ça le fun d'être là puis de pouvoir faire déjà un bilan. C'est très à chaud, on s'entend. Là. Il y a 12 heures, les coureurs étaient encore sur le parcours. Ils n'étaient même pas encore partis pour le 26 km, le 10, le 5. Là, on est là à jaser du bilan, mais je vous lance tout de suite sur la première stat, que moi qui m'est venu en tête, que je trouve malade. Hier, on en parlait, on animait les départs et tout, les arrivées, les podiums. Sur le 23 km, qui est la distance, qui est l'épreuve mythique parce que tu fais vraiment la belle grande boucle sur 23 km. Aucun DNF, toutes les coureuses qui ont pris le départ ont terminé. Je trouve ça malade, 23 km, c'est un gros projet, surtout ce 23 km-là. Éric, en tant que directeur de course, comment on se sent quand on entend cette statistique-là, quand on constate que tout le monde s'est rendu à la maison? Écoute, le 23 km, on va se dire, c'est la distance où que tu races. Tu la cours, puis souvent, puis la boucle du Mont-Lévin, du Mont-Albert, qui est très technique. On a habituellement une multitude de chevilles virées, puis qu'on doit quand même faire quelques sorties au niveau de la serpentine. Rien de cas majeur, parce qu'on n'a pas de... C'est pas un parcours qui est de nuit, mais ça demeure que le monde race, le terrain est technique, puis d'avoir tout le monde qui part, qui revient à la maison... Écoute, c'est chapeau, on aime ça. Puis notre équipe de premiers soins aussi. Fait qu'elle est prête à intervenir dans des cas des fois plus majeurs sur le parcours. Là. Il y a eu certainement plusieurs défis. On peut tout de suite enlever un des premiers éléphants dans la pièce ou le coyote dans la pièce parce que vous l'avez annoncé avant même que l'événement commence. Il avait fallu modifier les parcours. J'en ai parlé beaucoup avec Margot qui est responsable des bénévoles. C'est un gros enjeu de parcours pour Éric. Nécessairement pour toi, Audrey, de tout, de communication, d'organisation. Margot, avec les bénévoles, elle l'expliquait, c'était ardu aussi. Mais là, ça s'est pas arrêté là. Je l'ai déjà raconté l'histoire du début, le changement de parcours. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé hier samedi? Dans le fond, avant même qu'on ait des présences sur le parcours, on s'était rencontrés avec l'équipe de recherche et sauvetage, notre directeur de sécurité, pour s'assurer, si on rencontre des individus puis qu'ils ont un certain comportement trop audacieux ou même agressif, c'est quoi notre plan? Ouais. Il y a effectivement eu interaction avec des coyotes et on va en profiter pour éteindre certaines rumeurs. Il n'y a pas eu de sang, pas de morsure, tout va bien. Mais justement, le coyote s'est approché d'à moins de 2 mètres d'un coureur qui a réussi à se défendre avec ses bâtons. Fait qu'on s'est dit, nous, on prend pas de chance. Fait que il s'était forcément déplacé, ou à moins que ce soit d'autres, entre la Paruline et la jonction du Versant. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est tous ceux qui arrivent à la Paruline doivent sortir. Puis, tous ceux qui sont plus loin, on n'aura pas le choix de se rendre jusqu'à la cuve. Et nous, ce qu'on va s'assurer de faire, c'est de jumeler nos fermeurs ensemble, de faire un groupe plutôt qu'ils soient tout seuls, puis de monter et de s'assurer qu'il n'y avait personne sur le parcours. Puis, comme de fait, tout le monde est rentré au bercail, puis Eric est arrivé. Mais on préférait avoir une attitude préventive que de risquer, autant pour nos équipes là, que les coureurs. Là. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Puis, c'est ça. Pour remettre les gens qui écoutent en perspective par rapport à vos parcours, c'est que, tu sais, il y a une boucle, le 23 km, puis à ce 23 km-là, on ajoute un aller-retour sur le versant opposé du village du TCC. Puis là, les distances 45, 62, 113 et tout ça se rendent, puis plus ils font une grosse distance, plus ils se rendent loin sur l'aller-retour. Vous aviez déjà changé les parcours du 113, du 78 pour que les gens se rendent pas jusqu'au secteur. Le secteur où il y avait des coyotes qu'on évitait, et là, la Paruline où ça a été vu, c'est quoi la distance? Dans le fond, quand les gens sont à la Paruline, il leur reste encore un 19 km avant de rejoindre l'arrivée. Ouais, c'est ça. Puis, on avait un contexte aussi qui était favorable aussi à la décision. On était quand même en fin de journée. Finalement, on a arrêté 7 coureurs à la Paruline. OK. Donc, ça a été aussi un enjeu. Là. Notre course était à
à toute fin pratique quand même complété jusqu'à la Paruline et le secteur qui était problématique, mais on pouvait quand même pas prendre de chance avec les derniers coureurs. Puis je pense qu'on n'est jamais trop prudent dans ce type de situation. Non, mais tu sais, on pratique un sport, puis chaque événement a ses enjeux par rapport au terrain dans lequel ils sont. Ici, il y a tout plein d'enjeux, on peut en parler amplement, le réseau qui est quasi inexistant. C'est des montagnes qui sont très reculées, très changeants côté température. Là. J'avais été ici, moi, pendant 3 jours avec toi, Eric, l'année passée, puis on avait eu quand même une température très clémente par rapport à en fin de semaine où il y a eu de tout. Moi, j'ai eu de la grêle en haut de Xalibu vendredi soir jusqu'à des moments où il faisait extrêmement chaud au village. C'était beau, gros soleil. Ce matin, la pluie. Chaque course a ses enjeux, mais c'est ça la beauté du trail. On est dans un environnement qui n'est pas le nôtre. On est sur des parcs nationaux avec la faune, la flore et tout ce qui peut se passer. Dans votre cas, cette année, ça a été le coyote, mais je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Puis je suis certain que les coureurs qui ont dû arrêter plus tôt leur course comprennent aussi, on s'entend. Si tu veux la finir de ta course, ça se peut que tu ailles te battre avec un coyote. C'est pas de la course à obstacle. Non, je pense que les coureurs étaient très compréhensifs. Puis, tu sais, Yannick, tu étais au départ ce matin lorsqu'on avait le déluge à 7 h du matin. Puis, on avait la course pour enfants qui débutait à 8h30, donc un petit peu après le départ du 26 km. Puis la boucle pour enfants, un des côtés de la rivière, tu sais, t'es tout près là, du centre de service puis de notre village du TCC. Le chemin, le petit sentier était complètement détruit. Il a fallu, j'ai eu l'info 5 minutes avant le départ que non, on ne peut pas envoyer les enfants là courir leurs 3 km. Donc, OK, on se trouve un petit plan bleu pour nos petits cocos qui sont là. Fait que ça fait encore partie des micro-ajustements qu'on doit gérer. Bon, ça, c'est notre course pour enfants. Eux, ils ont couru un petit 3 km du même côté de la rivière au lieu de faire la petite boucle. Mais tu sais, ça fait partie de... Quand tu parles de météo, écoute, non, on aurait perdu les petits-enfants dans les petits ruisseaux. Là. Ben, c'est-tu la section où nous, on passait sur le 26 juste quand on longe le parking du centre de service, tu sais? Non, c'est... OK, parce que ça, c'était une belle rivière à un endroit qui n'avait pas de rivière. Oui, aussi. Hey, en fait, moi, ce que je trouvais drôle ce matin, c'est que les coureurs du 26, on arrivait tous assez clean des jambes parce qu'on traversait cette rivière-là qu'on avait au genou, mais t'aurais eu un finish 1 km plus tôt, t'aurais eu du monde avec de la boîte jusque dans le front parce qu'il y avait de la boîte. Puis ça, c'est la thématique des courses de trail cet été au Québec, mais je comprends que c'est ça, il y a toujours des changements, des choses à ajuster. Je sais qu'il est très très tôt pour faire un bilan, mais on est là, vous êtes dedans, vous avez peu de sommeil, donc on va pas faire une entrevue de 2 heures, je vous rassure. À chaud comme ça, c'est quoi le bilan que vous faites de cette édition-là, cette 4e édition-là? Je pense qu'on est vraiment très fiers. On a démontré notre capacité d'adaptation. Puis on a aussi vu à quel point notre équipe de bénévoles, il y en a plusieurs qui reviennent d'année en année et pour certains qui ne viennent pas du tout de la région. En fait, très peu de nos bénévoles sont de la région. Les gens se déplacent, puis il y en a qui viennent de loin, là, comme moi, de Montréal. Ouais. Puis, de voir qu'ils ont été là de A à Z, même si on leur en a demandé un peu plus que prévu, qu'ils se sont adaptés. Même chose pour nous. Puis de voir que la communauté était autant compréhensive aussi face à ça. Pour nous, ça, c'est dans les vraiment les belles victoires. Puis que malgré aussi une ouverture des inscriptions tardives, qu'on ait quand même réussi à avoir un beau taux de participation et surtout aussi un bon taux par rapport aux absentéismes versus l'année dernière. Ouais. Ça, c'est des belles victoires pour nous. Ouais. On parle de combien de coureurs qui ont pris le départ au cours de la fin de semaine? Eric regarde sa main parce qu'il avait pris ses notes. Il faut faire de la vidéo description. Là. Les notes ont pâli depuis leur écriture. Donc, on avait un total de 708 inscrits là, pour cette édition-ci. Puis on a eu un total de quand même 601 personnes qui ont pris le départ. Ouais. Donc, ça reste un taux de participation qui est très bien. Donc, sur toutes les distances, puis surtout notre 23 km qu'on parlait tantôt, là, qu'on a dépassé notre limite qu'on avait établi. Donc, tu sais, quand on dresse un bilan comme organisation, la priorité, c'est la sécurité de nos coureurs. On ne soit pas de cachotterie. Tu sais, le coureur qui vient, lui, il dit pas ça va être un bel événement si je tombe pas puis que je me blesse pas. Mais pour nous, l'organisation, c'est notre priorité. Puis quand on a des cas, c'est de bien les gérer puis qu'on fasse OK, parce que oui, il y en a des situations qu'on doit gérer de sécurité. Puis quand ça, c'est bien fait, on peut faire un premier crochet puis dire c'est une réussite de l'événement. Puis après ça, bien entendu, quand on va avoir une satisfaction de nos coureurs, puis nos montagnes, notre terrain de jeu fait que le coureur, déjà, il est comblé avec ce territoire-là. Puis après ça, le reste, c'est ça, il se fait avec les bénévoles qui font des
un travail incroyable à tous les niveaux, ceux en montagne, ceux au village. On essaie d'optimiser après ça, à chaque année, OK, on va modifier certains aspects on apprend chaque année, puis on essaie d'améliorer l'expérience pour les coureurs. Fait que je pense que c'est les deux crochets, la satisfaction du coureur et leur sécurité. Puis écoute, tu l'as couru, Yannick, puis les paysages, les montagnes, le degré technique, les gens ils aiment ça. Ouais. Ils aiment ça venir se challenger sur nos parcours. Puis j'aimerais rajouter quelque chose qu'on a amélioré aussi cette année, c'est l'expérience au village. Puis c'est grâce à toi, avec l'animation qui était venue compléter. Il y avait des beaux temps morts à l'époque. Fait que c'était très apprécié. Merci. Merci à vous de l'invitation. Là, ça s'est fait... en fait, on s'était parlé depuis plusieurs mois même. Ça remonte quasiment à l'automne passé, les premières discussions. Mais c'était pas pour cette portion-là. Pour d'autres affaires qu'on a faites aussi. Mais ça, garde, tant mieux si ça peut aider. Mais non, l'ambiance, c'est le fun. Puis le samedi, quand ça se met à rouler, que le 23, tout le monde rentre. Il y a 260 coureurs sur le 23, plus les gens du 45, du 62, tout rentre, il y a de l'action. Vous, ça fourmille, c'est sûr, vous avez plein d'affaires à gérer, mais juste regarder l'ambiance qu'il y avait là, c'est trippant parce que c'est le moment où tout le monde converge. Puis, vous n'avez pas encore écouté l'épisode parce que il n'est pas encore diffusé, mais dans les petites entrevues que j'ai faites sur le site, je veux dire, le paysage, les points de vue, c'est ça qui t'a coupé le souffle ici. Il y a plein de belles choses qui se passent. Puis vous avez un événement qui est sharp. Ça fait que 4 éditions, mais c'est un événement de calibre international. Mais vous avez le plus beau terrain de jeu. Puis je vais le dire, ça me dérange même pas, mais c'est le plus beau terrain de jeu au Québec pour notre sport. C'est hallucinant. Puis c'est différent de tout ce qui se fait ailleurs au Québec, puis probablement dans le monde, mais c'est des paysages qui sont lunaires. Moi, je parlais avec des coureurs quand on était sur le top de Xalibu, que c'est la première fois de leur vie qu'ils dépassaient un tree line, puis qui arrivaient dans du gros pierrier comme ça, puis on dirait qu'on est sur la lune, puis il y a du brouillard à perte de vue, puis on se fait dire qu'il paraît que la vue est belle, mais on le sait pas parce que là, on est dans le brouillard, mais il y a de quoi d'unique qui se passe là, puis tu fais des courses de trail dans le bois, c'est challengeant pour plein de raisons, peu importe t'es où, mais quand tu arrives dans cet environnement-là qui est différent, le monde a capoté, c'est ça qui revient tout le temps, c'est la beauté des paysages, la difficulté des sentiers, mais fais pas ce sport-là pour que ce soit facile. Là. Non, c'est ça. Puis c'est rare que tu vas arriver en haut d'une montagne puis qu'il y a une prairie puis tu cherches une maison comme en haut du Mont Albert. Non, mais tu sais, c'est quand même quelque chose de fascinant dans les montagnes, la chaîne des Appalaches, c'est dans les plus vieilles au monde, puis ça se voit par le plateau en haut, par l'érosion du vent au fil des siècles et des siècles. Puis la végétation qui n'y a pas nulle part, qui est en fait un fond du copeau de l'océan qui s'est retrouvé là, emmené par des plaques tectoniques qui ont bougé, puis ça a créé le Mont Albert. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils cherchent à le protéger, parce que c'est un écosystème qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. C'est ça. Fait que oui, ça vaut la peine d'y aller. C'est même pour je parlais avec un coureur européen, puis j'ai pas enregistré avec lui, mais on jasait, puis il dit, je m'en vais faire une course au Québec, puis des sommets de 1000 mètres, ça nous fait rire en Europe, mais il dit ce que vous avez à 1000 mètres, c'est ce qu'on a à 4000 en Europe. Il y a plein de différences, mais je veux dire, ce terrain-là, où on sort de la ligne d'arbre, dans le Colorado, c'est à 3000 mètres que ça arrive. Ici, ça se passe à 700-800. Fait qu'on peut, même si l'altitude maximale impressionnera pas les gens en Europe qui font des courses qui commencent à 1000 mètres, il y a quand même ce côté-là vraiment alpin des montagnes dans le coin. Oui, puis le milieu alpin, petite anecdote, ce matin, on avait la course au Mont Xalibu, puis il y avait la pluie, c'était brumeux, puis il n'y avait pas de vue au sommet du Mont Xalibu aujourd'hui, puis je demandais à des coureurs, j'ai pris le temps un petit peu aujourd'hui, on a fait une course sur le parcours, donc puis comment vous avez trouvé votre expérience, puis le Xalibu c'était assez beau, puis là je pose oui, mais ça s'est-tu dégagé finalement? Non, mais c'était vraiment beau quand même, donc j'imagine pas leur réaction lorsqu'ils vont faire le Xalibu avec un ciel dégagé, donc je pense que les gens apprécient, comme tu dis, d'arriver en milieu alpin où que OK, je suis à 1000 mètres d'altitude, puis là, je suis à découvert, donc c'est une belle expérience. Moi, c'était la 3e fois que je montais Xalibu tantôt. Une fois avec toi l'année passée, une fois vendredi pour prendre des images, puis dimanche. J'ai toujours pas vu qu'est-ce qu'il y a comme vue en haut de Xalibu. Mais les 2 autres fois, il y avait la rivière, l'espèce de chute à gauche qui est magnifique quand tu montes, mais là, il y avait rien ce matin. On voyait même pas la chute, on l'entendait, c'était tout. C'est quand même dommage, mais une autre anecdote aussi, c'est des gens qui m'ont dit au village que c'était la première fois qu'ils venaient. Juste la route, quand tu arrives vraiment, tu vois Pic de l'Aube, Pic du Brûlé, puis là, déjà, c'est massif. Puis là, plus tu avances, puis là, c'est ça, Albert. Je vais monter ça, moi. Parce qu'il est tellement imposant. C'est peut-être pas plus haut, mais il est excessivement large. Puis justement, c'est la vue qu'on a en haut du Xalibu. Tu comprends à quel point il est
gros le bonhomme, là. Ah, c'est ça. Prendre de la place, Albert, puis il y en a plusieurs, c'est ça. Puis quand tu es au village du TCC, c'est super impressionnant. Ou au gîte, comme la photo que tu as partagée pour ceux qui l'auront vue. Ouais, il prend pas ça, il prend sa place. Là. Ah, c'est ça, c'est une bonne masse dans le paysage, puis c'est magnifique. Eric, quelque chose qui s'est passé aussi, parce que là, on va revenir, on a parlé plein de coureurs, mais ça s'est adonné que j'ai parlé beaucoup avec des coureurs, des coureurs élites, des gens qui ont fait des grosses performances. Beaucoup de records du parcours qui sont tombés. En fait, le livre des records de l'UTCC a été réécrit en fin de semaine. J'ai l'impression, je ne veux pas me tromper, mais 23 hommes-femmes, c'est des nouveaux records. 45 hommes-femmes aussi. 62 femmes. Et bien là, les autres distances. En fait, toutes les distances, le 26 aussi ce matin, des nouveaux records. Oui, 26 aussi. Fait que toutes les distances qui n'avaient pas été modifiées par les coyotes, toutes ces distances-là, ils ont eu des nouveaux records. Oui, puis j'en viens à la conclusion que la boîte tire moins d'énergie que la chaleur. Ouais, c'est ça. Parce que les autres éditions, on a vu qui étaient des excellents temps, les anciens records, mais les dernières éditions, on avait eu 2 canicules. C'était très chaud. Donc, terrain un petit peu plus sec quand même. Puis là, ce week-end, c'était la pluie qui était avec nous, mais des températures un petit peu plus fraîches. Fait que je pense que ça l'a aidé aussi à battre ces records-là. Mais j'enlève surtout rien aux personnes qui ont descendu ces records-là parce que oui, des fois, le pied reste dans la boîte, puis là, tu n'avances plus, puis ta foulée n'est pas ce qu'elle devrait être. Tu sais, ça l'a ralenti les coureurs, bien entendu. Mais oui, c'est impressionnant de voir la quantité de records. Puis je pense qu'on peut aussi faire un lien. Tu sais, on parle souvent que le trail est en évolution au Québec. Nos coureurs, nos coureurs sont capables d'aller performer à l'international. Puis tu sais, on le voit que nos gens qui viennent ici puis qui font différentes courses au Québec, c'est solide, puis le trail est en évolution, puis les temps baissent, puis les performances augmentent. Donc, je pense qu'il y a un lien à faire aussi de ce côté-là. Puis les pelotons sont profonds aussi, dans le sens où on a des distances sous le top 3, top 5. C'est du monde qui gagne peu importe où ils se pointent. Puis il y a des nouveaux noms des gens, tu sais, sur le 26 km ce matin, que j'allais vu. J'oublie le nom, puis je m'en veux, mais Laurence Beauchemin, tu sais, il y avait un gros fil, puis on regardait Mélodie Gilbert, qui est Mélodie Gilbert, puis Madison de l'équipe Dynafit. Puis il y a cette fille-là, Laurence, qui était pas dans les grosses pointures, les gens qu'on nomme au début des parcours, puis qui a fait une exceptionnelle performance. C'est comme, OK, un nom de plus à se rajouter dans la liste de gens à surveiller, là. Oui, puis tu sais, Yann, je sais pas si tu te rappelles aussi, Yannick, quand on parlait du fil chez les femmes aux 62 km, puis qu'on disait, ça va rouler, ça va chauffer, puis que finalement, les 2 premières overall sont des femmes. Donc ça, c'est le plateau de femmes était très, 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 très fort sur cette distance-là. Puis ton podium féminin dans le top Juliane 5. Fizette, solide, là. C'est malade. Très, 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 très fort. Là. Il y avait de la grosse compétition. Il y avait Valérie Arsenault que j'avais reçu dans l'épisode pré-UTCC qui a fait une performance sous le record du parcours, elle aussi. Oui. Mais Juliane, c'est immense ce qu'elle a fait. Elle a abaissé le record général. Elle l'a emporté avec une grosse avance. Première overall, c'est immense. Hein? Puis on nomme son nom aujourd'hui, puis quand on dit que le trail est en évolution, puis est en progression, le nom qu'on dit de Juliane Fizette aujourd'hui, il n'est pas connu dans le monde du trail. Puis là, elle vient de terminer première overall du 62 km, fait qu'on voit que c'est positif. Je pense que l'avenir est belle encore pour nos coureurs du Québec. Oui, tout à fait. Puis on les incite à venir d'un chic-choc faire des courses parce que je parlais ce matin, je vais taire les noms, mais des coureurs québécois qui veulent augmenter leur index, qui ont une vue sur les courses internationales, puis qui disaient qu'ici, c'est les meilleures places pour avoir des bons index, parce que de un, tu as des ratios de mètres de dénivelé par kilomètre qui sont immenses, tu as des gros fields, c'est des courses qui sont somme toute rapides malgré le degré de difficulté. Quand on parle du 23, du 26, c'est des courses, quand tu regardes les temps, c'est très rapide malgré la technicité, mais beaucoup de montagnes, des fields qui sont de plus en plus profonds. Tu sais, quand tu regardes que le podium du 26 à matin, là, c'est stratosphérique, ces gars-là, là, tu sais, Josh Tremblay, Samuel Poher, Alexis Chapdelaine, c'est du gros field. Fait que bref, il y a ça en plus qui se rajoute des raisons pourquoi les gens devraient venir essayer ça. Oui, entièrement d'accord. Puis je pense que là, on a la clientèle année après année. Oui, il y en a qui reviennent, puis il y en a des nouveaux qui disent « OK, moi aussi, là, j'ai besoin de ce challenge-là dans ma vie, d'aller affronter les chic-chocs. » Peu importe le niveau, là, on parle d'élite, mais peu importe le niveau, ils veulent venir affronter notre barrière impénétrable. Oui, puis j'aimerais ça basculer sur le côté aussi inclusivité parce que vous avez des barrières horaires qui sont généreuses. Puis ça aussi, c'est important parce que si tu pars de l'autre bout de la province pour nous faire une course qui te challenge, puis que tu te dis, les cut-offs sont serrés, sont difficiles. Est-ce que je traverse la moitié de la province pour aller faire ça, puis finalement être coupé? C'est que là, il n'y a pas ça. Tu sais, je veux dire, quand on dit que le 23, tout le monde a fini, il y avait un niveau de coureur, des gens qui commencent, des gens qui sont
moins rapides, des gens plus rapides, des gens qui ont peut-être eu des journées hyper difficiles puis qui ont été assis 1 heure dans un ravito, puis tout ce beau monde-là a pu se rendre à bon port dans les barrières horaires. Fait que ça fait partie de votre stratégie quand même pour attirer des gens aussi d'avoir des barrières horaires qui sont inclusives? Oui, bien en fait, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a eu comme réflexion en 2021, suite à la première vraie version du 113, parce qu'on se rappelle qu'en 2019, on avait aussi dû changer nos parcours. Je dis ça, mais je n'étais pas là dans l'équipe, c'est juste Eric. Mais c'est ça, puis les temps étaient beaucoup trop serrés. Je pense qu'on avait 24 ou 25 heures, puis Anne Bouchard avait passé là, de justesse pour le faire. Puis moi, je pense que théoriquement, elle avait dépassé de quelques minutes, mais juste de justesse à la Cascapédia pour pouvoir poursuivre. C'est ça. Puis on s'était dit, ben si on mettait ça, même les hommes, ils étaient comme, mais c'est si Anne Bouchard est serrée sur le cut-off, ça te dit que t'as une barrière horaire qui est serrée. C'est ça. Puis tu sais, oui, Guillaume avait juste comme volé au-dessus des montagnes, mais il y avait quand même beaucoup de gens qu'on avait rapatriés de soit du lac Huard ou bien de la Cascapédia. Fait qu'on s'est dit, ben de un, oui, on met des cut-offs par sécurité, puis nos équipes ne peuvent pas être en montagne pendant 8 jours, malheureusement. Il y a aussi qu'après, la logistique, ça implique qu'il faut sortir la moitié des coureurs. Il faut gérer ça aussi. Fait que ça, après ça, il y a tout ce qui est côté inclusivité. Si on avait maintenu un temps trop serré, on n'aurait jamais eu de femmes sur notre épreuve. Puis, cette année, on avait 7 femmes inscrites, si peut-être même pas 8. C'est pas tout le monde qui s'est présenté, ça arrive, des blessures et tout, mais c'est un record pour nous. On a toujours eu juste 2 inscriptions féminines. Okay. C'est une belle progression vers les longues distances chez la femme. Puis on s'entend que c'est 7 femmes sur 20, donc on est quasiment proche de la parité, tu sais, quand on regarde le fil total. Oui. C'est des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il restait de quoi ajouter sur l'édition 2023 ou parce qu'il paraît, les rumeurs veulent qu'on aurait de quoi d'autre à dire? Ben, écoute, on a quand même eu une bonne jasette 2023, puis on sent une petite fébrilité à jaser de 2024, donc on peut basculer. Ben, basculons. Bon, Eric, tu l'as dit à l'épisode de Noël que j'avais fait en live avec Nicolas Dan, tu avais mentionné ça. Là, au moment de la diffusion de l'épisode, les coureurs qui ont fait des épreuves en fin de semaine ont reçu une infolette. Le mot va s'être passé. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Longtemps. Dans la dernière année, ça se parle un petit peu à droite, à gauche. Est-ce qu'on sort l'autre coyote dans la pièce puis on en parle directement? Mais là, je pense qu'on peut dire éléphant ou même rendu un mammouth, là, à la grosseur que c'est. Non, mais je pense qu'au live de Noël, je pense que j'avais peut-être pris de la bière un peu. Je me suis peut-être avancé trop. Non, blague à part. Tu tapé ses doigts? Hein? Avait-tu trop parlé? Non, j'avais quand même dit des trucs dans le chat. Ah, parfait. Mais non, c'est sûr ça fait plusieurs années qu'on mijote sur notre fameux 100 miles en linéaire. Puis tu sais, comme on a déjà parlé, mais tu sais, tu peux pas t'aventurer dans ce projet-là sans avoir une certaine expérience. Puis tu sais, dans l'événementiel, entre autres dans la course de trail, tu dois être capable de t'ajuster à différentes situations. Puis tu sais, on l'a vécu dans la première édition avec la neige, qu'on a dû modifier nos parcours encore cette année avec notre gestion de coyote. Puis l'équipe en soi aussi doit être capable d'apprendre à gérer une course de trail à tous les niveaux, au niveau sécurité, au niveau staff, au niveau gestion de course, donc vraiment à tous les niveaux. Puis, ayant toujours depuis 4 ans le projet du 100 miles, mais là, on est arrivé à un stade où que les coureurs du Québec veulent cette course-là. Mm-hmm. Nous, en tant qu'équipe aussi, c'est un défi d'équipe d'être capable d'offrir cet événement-là qui est grandiose. Donc, on peut dire officiellement qu'en 2024, le projet du 100 miles est en marche. Puis est-ce qu'on peut encore dire 100 miles quand c'est cette distance-là? L'UTMB le fait qu'on a le droit. Parle-moi du parcours, parce que là, tu as dit le mot linéaire. Oui, en fait, 100 miles, on va être obligé de l'allonger un petit peu. Là, on arrive à des chiffres de 170 km avec 9500 mètres de dénivelé. On est dans des ratios UTMB. On est dans des ratios UTMB, mais avec des sentiers techniques comme la diagonale. Ouais. Donc, faites vos calculs. Sur le temps que ça peut prendre. Oui, faites votre travail sur les temps de passage. Donc, c'est un départ de l'entrée de la réserve Matane, tout près de l'accueil jaune, pour ceux qui ont déjà été à la chasse ou la pêche sur la réserve. Puis, en linéaire, qui suit le SIA à quelques tronçons près et qui termine son chemin là, à notre village actuel, au pied du Mont Albert. Fait que ça va se terminer avec la légendaire descente de 6 km d'Albert. Non. Oh, OK.
Non, dans le fond, on demeure sur le sentier du SIA qui termine par un passage par la Serpentine. OK. Ouais. OK. Donc 170 km. Oui, bien, on a l'enjeu. 9500 mètres. Ouais. On a l'enjeu, étant donné, la distance et les temps de passage du premier et du dernier coureur. Puis on a un enjeu aussi de passage sur le Mont-Albert qu'on ne peut pas passer à tout moment. Donc de là, le passage par la Serpentine. Qui est quand même un très bel endroit pour terminer sa course. Puis les coureurs peut-être vont vous remercier de ne pas avoir à descendre 6 km avec 900 mètres de dénivelé négatif pour finir. Ce qui va être sans aucun doute le 100 000 le plus difficile au Canada. Si on peut déjà le dire. Quand tu parles du parcours, rappelez-vous ceux qui ont écouté l'épisode avec Mathieu Blanchard qui parle du SIA puis qui parle de la réserve phonique de Matane, puis on parle d'un gars qui est allé à la Diagonale, qui est allé à La Réunion, qui a fait l'UTMB plusieurs fois, puis qui disait qu'il avait jamais vu quelque chose de technique comme ça, des faces de singe, des montées, il dit en Europe on utilise des petits serpentins, on a des switchbacks, là-bas ils montent de la façon la plus directe, c'est des portions hyper challengeantes, ça va être un 100 000 qui va être difficile, extrêmement difficile. Est-ce que dans la réflexion, il y avait la question de OK, on le rêve de ce parcours-là, oui, il y a des gens qui peuvent s'y attaquer, mais est-ce que ça va demander un CV de coureur? Est-ce qu'il va falloir que les gens se qualifient d'une quelconque façon? Parce que il y en a plein des crinqués qui s'inscrivent à des longues courses puis qui peut-être sont un petit peu moins prêts, qui ont moins d'expérience, mais ça pardonne quand tu as plusieurs ravitaux, quand tu es dans des endroits moins hostiles. Là, tu t'en vas dans du très hostile, du très profond. Là. Oui, puis tu sais, quand tu es dans les plus difficiles, écoute, j'ai pas couru ces 200 mètres encore dans ma vie. Ça fait partie d'un check à un moment donné quelque part dans la vie d'un coureur. Mais tu sais, avec les chiffres, puis les infos qu'on a de tous les coureurs, tellement d'amis qui ont couru l'UTMB ou la Diagonale. Puis, tu sais, nous, cette course-là au Québec, on veut que ça devienne notre carte postale. Ouais, c'est clair. Puis cette distance-là, puis c'est vraiment là-dessus qu'on veut miser. Puis maintenant, c'est sûr qu'il n'est pas accessible à tout coureur d'ultra-trail qui débute. On est en réflexion, bien entendu, sur la façon de procéder pour inclure nos gens dans cette distance. C'est sûr et certain que, tu sais, comme pour notre 113 de l'UTCC, on demandait aux coureurs d'avoir préalablement couru un 100 kg. Donc, tu sais, ça va faire partie des détails à venir pour s'y joindre. Mais c'est sûr et certain que ça prend une certaine expérience pour affronter ce territoire-là. Puis, tu sais, tantôt, j'ouvre une parenthèse, on parlait, tu sais, quand un événement, on peut dire c'est un succès, quand que la sécurité s'est bien passée, puis tout le monde est revenu à l'arrivée, que ce soit sur ses pattes, en avion ou en hélicoptère ou en 4 roues. Tout le monde est revenu, puis tout le monde va bien. Tu sais, on fait un check. Le secteur sur la réserve, aussi difficile soit-il, le coureur n'avancera pas à une vitesse extraordinaire, mais les accès sont quand même bien avec la façon que les chic-chocs sont faits par rapport à la route 1 de la réserve. Donc, ce bout-là est rassurant quand même pour l'organisation et aussi les coureurs. Ouais, c'est ça. Puis, là, on en parlait tantôt avant qu'on enregistre, mais là, les dates sont décidées, on va pouvoir les dire. La course est annoncée, il y a des gens qui s'attitillent, puis on dirait qu'encore plus, quand tu dis « je peux faire partie de cette première édition », il y a de quoi de spécial qui se passe quand tu fais partie d'une première édition d'un parcours qui va devenir, sans aucun doute, mythique, carte postale pour le Québec, mais je veux dire, ça a un potentiel, ce parcours-là, cette course-là, international. Je veux dire, les gens vont devoir mettre ça sur leur bucket list. OK, je suis allé affronter l'UTMB, la Diagonale, il me reste les chic-chocs à faire dans ma vie. Ça va devenir ça, là, aucun doute. Qu'est-ce qui reste à attacher avant qu'on puisse ouvrir les inscriptions puis les gens vont pouvoir oui, bien, avant même de se lancer là-dedans, tant qu'à avoir des gens sur le parcours, pourquoi pas offrir un 80 linéaire? Ben, c'est ça. Hein, donc, quelque chose, entre guillemets, un peu plus accessible à plusieurs coureurs, qui n'auront pas besoin d'avoir franchi un minimum 100. Puis ensuite, on le voit, là, que c'est une distance quand même relativement recherchée. Puis, ça implique de quand même parcourir le Matawi et le Logan, qui sont pas sur le parcours présentement, puis là, de traverser au grand complet, d'éviter les allers-retours. Donc, on pense que ça va quand même venir faire plaisir à certains d'entre vous. Fait que là, l'an prochain, tu vas avoir le 170, le 80, puis ensuite vos parcours actuels, classiques, exact. 62 et moins? Pour le moment, on pense plus aller pour le 45, 23, 26. 45, 23, 26. On l'a vu cette année, ça nous a permis de voir la différence d'intérêt entre le 80 60. Puis finalement, on a juste divisé les coureurs en deux. Donc, probablement que ça va être le 100 miles puis le 80. Malade. Oui.
Fait qu'on le disait, on a bifurqué sur un autre sujet, mais qu'est-ce qui reste attaché de ce côté-là? Dans le fond, de notre côté, avant de pouvoir officialiser l'ouverture des inscriptions, c'est toujours les fameuses autorisations. Puis on vous en a parlé un peu aussi là, dans le temps de l'année dernière. Il y a un enjeu de protection du caribou, c'est pas secret pour personne, là, qui est très précaire. Ouais. Donc, dans la dernière année, le ministère a comme avancé dans leur démarche. Puis une des premières choses qui est arrivée, c'est que l'habitat de protection du caribou pendant excessivement longtemps, c'est le parc de la Gaspésie. C'est d'ailleurs comme pour ça qu'il a été fondé. Mm-hmm. Puis là, ben, puisque le caribou, lui, quand il n'y a pas une map, puis il se dit « Ah, ça, c'est la limite du territoire, je m'arrête ici. » Ben, il se déplace. Donc, ils ont décidé d'agrandir l'habitat du caribou, l'habitat légal qu'ils appellent. Donc, et ça va aller chercher les deux réserves, c'est la réserve de Matane et les Chic-Chocs. Donc, pour illustrer un peu les gens, si vous avez déjà fait les Vallières, ça va en faire partie. Le Lyell aussi, et puis toutes les autres mêmes montagnes qu'on a nommées pour le Sans-Mars. Fait que ça devient un habitat protégé pour ces populations. Exactement. Et là, qui dit protection, dit des demandes un peu plus complexes. Ceci étant dit, les discussions sont amorcées. On a déjà l'appui de la réserve de Matane, du SIA, du parc. Ça vient aussi prouver que, comme Éric disait, d'avoir quelques années dans la cravate, de prouver qu'est-ce qu'on était capable de faire, notre sérieux, notre professionnalisme, ben ça nous amène à des relations où tout le monde embarque dans nos idées de débiles. Ouais. Ben, franchement. Probablement quand tu arrives, tu te dis, OK, on crée un événement, on va faire un 100 000 sur ce sentier-là qui est sur des zones protégées avec toute la complexité que ça a. C'est comme, bon, ben, allez vous faire les dents sur autre chose, puis on reviendrait. Mais là, après 4 éditions qui ont très bien été, votre réputation est faite, puis votre professionnalisme, je suppose aussi, parce que ces relations-là, ça se maintient, puis je suppose que c'est des discussions que vous avez à l'année longue avec ces organisations-là. Absolument. Donc, les solidifier, je comprends, faciliter l'idée de fou qui est acceptée. Oui, c'est ça, exactement. On l'a prouvé. Puis, tu sais, c'est aussi toute la logistique de ravitaillement, de prouver comment on va faire ça, bien, parce que c'est le truc qui va le plus toucher ces organisations-là et qui, sensiblement, pourrait perturber peut-être le caribou, là, plus de va-et-vient, parce que le passage du coureur, c'est pas différent. Sur le Sans-Mars, on s'entend surtout qu'il va venir différent des randonneurs de longue durée. Oui. Donc, en tout cas, c'est à voir, là, mais on est quand même très, très optimiste. Puis c'est pour ça qu'on se donne le temps de placer nos pions. Aussi, sur ces détails à venir, qu'on évalue aussi à quel tarif. Tu sais, c'est des choses qui ne sont pas officialisées. Ouais. Donc, pour la date, oui, on maintient le calendrier aux mêmes dates, donc du 16 au 18 août l'année prochaine. Fait que ceux que ça titille, allez tout de suite mettre un X dans votre calendrier parce que ça va être quelque chose. Puis que ce soit le 23, 26, le 5, le 10 ou cette nouvelle bête-là à 270 kg ou son petit frère, sa petite sœur de 80 km. Donc 16 au 18 août, on met ça au calendrier. Voilà. Et puis mettez le 5 décembre aussi à votre calendrier. C'est la date d'ouverture des inscriptions. Très intéressant. Je ne veux pas conclure sur 2024 parce qu'on est encore dans le 2023. Cette édition-là a été, en tout cas, exceptionnelle. Moi, c'était pas la première fois que je visitais le parc, mais c'est la première fois que je participais à la Tortelle des Chic-Chocs. Puis, je suis complètement sous le charme de votre événement, de votre terrain de jeu. J'ai trippé. Peu importe ce que j'ai fait en fin de semaine, j'ai trippé à suivre les coureurs. Je pense que tout le monde qui en est là leur première fois en fin de semaine ont capoté. En tout cas, toutes les personnes à qui j'en ai parlé sont sous le charme. Maud Cyr, qui est une fille de Rimouski, qui vit dans l'Ouest depuis des années, qui revient au Québec, elle me disait... J'avais peur, vous allez l'entendre dans l'épisode, là, mais elle me disait j'avais peur de m'en venir ici puis que ce soit des montagnes, tu sais, que plus petite et tout ça, est habitué à Pemberton dans l'Ouest, puis regarde, elle a capoté sur les montagnes ici, là. On a eu le même genre de commentaire de Rhea Kolb, qui est des États-Unis, l'athlète invitée de Dynafit, qui, elle, fait énormément de choses, là, puis qui était comme, je savais pas trop. Puis finalement, c'est toi, en fait, qui me l'a raconté, qui était vraiment sous le charme, qui était comme, c'était vraiment le fun, c'est vraiment mon genre de parcours. Ouais. En anglais, évidemment, là, traduction libre. Félicitations à vous deux, félicitations à toutes vos équipes. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde impliqué. C'est combien de personnes, le Tortelle des Chic-Chocs? C'est un peu plus de 100 bénévoles et premiers répondants. Puis nous, notre équipe, le course, je peux dire ça comme ça, on est rendu à peu près 10. Wow! Fait que toutes ces personnes-là qui ont donné du temps en fin de semaine, j'ai vu beaucoup de monde courir, bénévoler, c'est malade. C'est ça qu'on veut aussi. Puis quand on part loin en plus, on n'a pas de raison de faire juste l'aller-retour puis juste faire sa course. Tant qu'à être là, donnons un peu de temps, aidons, faisons du crew, du pace, peu importe. Mais c'était beau à voir en fin de semaine. Félicitations à vous deux. Prenez le temps de vous reposer avant de tout de suite commencer à penser à la logistique précise du 100 000, mais je pense que c'est déjà bien entamé. Oui, écoute, merci Yannick. On remercie tous les coureurs, nos bénévoles qui sont venus, notre staff, à cet événement 2023. Merci à toi d'avoir
nous donner un petit coup de main aussi au travers ta course et tes petites vacances en famille. C'est très apprécié de la part de l'organisation. C'est la moindre des choses. Félicitations à vous deux. Reposez-vous. Puis tout le monde, on se dit, je vais faire mes remerciements habituels. On va remercier NAC qui est le partenaire principal. On va remercier Noctem qui est le partenaire de bière. Capic A aussi qui est le partenaire de café. David Hébert pour le design graphique. Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois dans lequel on devrait parler aussi de votre course, même si c'est pas le sujet principal, à suivre. Donc, à la semaine prochaine.